Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, on fait donc comme tous les mercredis, on va faire des émissions hors intraday, puisque je vous rappelle, c'était le nouveau plan. La semaine dernière, on avait fait une émission sur la philosophie, où on avait traité, entre guillemets, un petit peu des problématiques liées à la robotisation des marchés et le futur que ça pourrait amener. Bref, on avait traité ça sous un angle philosophique, évidemment, pas un angle de trading. Cette semaine, on va s'attaquer à une émission sur la psycho. La semaine prochaine, on fera une émission sur les indicateurs, parce que bon, là, la semaine dernière, je vous ai... non, pardon, la semaine dernière, on a fait sur les breakouts. Cette semaine, on fait donc sur la psychologie. Je vous dis des bêtises. Donc aujourd'hui, j'ai pas encore spécialement réfléchi au thème. Laissez-moi 30 secondes, sincèrement, j'en suis encore à l'étape du café. Et très sincèrement, il y a 2 minutes, je découvrais les marchés. Donc à la limite, on va faire un petit tour d'horizon sur les marchés, puis je me laisserai guider par ce qui me semble intéressant comme profil psychologique à dégrossir un petit peu. Donc les US, hein, comme d'hab, je pense que c'est sur ça que ça va tourner, puisque de toute façon la guerre psychologique, c'est franchement chez eux que ça se passe. Donc le Dow Jones hier, hein, qui donne des signaux un petit peu inquiétants, mais ça n'inquiète encore une fois personne. Parce qu'on a peur de rien, la volate reste à 12. Hein, voilà, donc je pense en fait, c'est ça. Voilà. Donc je pense qu'on va parler de volatilité aujourd'hui, on va parler en fait probablement de la tranquillité de l'esprit. Dans un contexte de chaos apparent, comment on peut choisir absolument volontairement de s'imaginer que tout va bien. Donc je pense même aujourd'hui on va faire une émission sur la psychologie de l'addiction et ça c'est très dangereux. Donc on va parler de l'addiction sous toutes ses formes, en quoi elle touche le trading, à deux niveaux, au niveau micro et au niveau macro. Donc micro, au niveau vous, au niveau de votre psychologie personnelle, en quoi l'addiction peut être un problème dans le trading, ou un avantage, mais bon, il y a peu d'avantages quand même à l'addiction, et évidemment, d'un point de vue macro, où là, évidemment, quel est le problème quand on a une psychologie de masse liée à l'addiction. Donc là, aujourd'hui, vous avez déjà compris à peu près de quoi on va parler. Donc l'addiction au niveau micro, chez vous, c'est clairement ce qu'on appelle l'addiction au jeu. Et c'est un gros problème parce que voilà, quand on commence le trading, c'est passionnant tout ça parce que de toute façon, d'un point de vue émotif, tout est fait pour que ce soit addictif. Ça génère des émotions intenses, ça ça catalyse toutes les espérances que vous pouvez avoir sur le futur. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous vous droguez, bon pour ceux qui se sont déjà drogués ou ceux qui ne l'ont pas jamais fait, rassurez-vous, c'est pas non plus le truc du siècle. Euh, euh, bon, voilà, c'est pas, on sait très bien que ça a une fin. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que quand on se drogue, on sait que de toute façon, c'est un moment hors du temps, c'est sympa, blabli blablabla, tout dépend ce que vous avez pris évidemment, mais le principe est de dire, on est conscient qu'il y aura une fin, on sait toujours, quoi qu'il arrive, bon, sauf les drogues vraiment hardcore, où là vous perdez carrément conscience de votre personne, mais là je préfère même pas vous en parler. Donc le truc est de dire, voilà, une drogue amusante, récréative, le principe est donc de dire c'est un moment hors du temps qu'on va s'octroyer, et puis évidemment après on est totalement conscient qu'un retour à la normale va s'opérer, plus ou moins violent évidemment, plus vous avez quitté le sol. Donc de toute façon, on est conscient de cette réalité. Donc l'addiction au jeu, c'est la même chose, sauf que vous n'en avez même pas conscience. C'est-à-dire que là, vous perdez conscience de vos propres réactions stupides. Tout simplement parce que vous pensez ancrer ça dans la réalité. C'est là où le plus gros problème de l'addiction au jeu se trouve. C'est qu'en fait, cette drogue devient votre réalité et elle n'a pas réellement d'effet physiologique avant un moment. C'est-à-dire que ça s'installe doucement. Au début, c'est pas vraiment pénalisant. Bon, vous prenez quelques pertes, quelques gains. Vous arrivez à compenser, à rendre ça rationnel. Puis en fait, il y a un moment où ça bascule littéralement dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle tout simplement le moment où vous vrillez parce que vous perdez tellement que vous comprenez plus. Et quand vous comprenez plus, votre cerveau, lui, il a besoin de comprendre parce qu'il a besoin de gérer le stress qui est associé à la perte. Et qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il va transformer ça en une addiction au jeu. C'est-à-dire que vous allez repenser au moment où vous preniez des gains. Alors là, honnêtement, actuellement, vous prenez que des pertes. C'est ça, hein, je veux dire, en général, le moment où l'addiction aux pertes se déclenche sur les profils, c'est toujours de cette façon-là. Et c'est de dire, voilà, c'est cette façon où en fait, de manière complètement obsessive et compulsive, vous allez vouloir retrouver les gains, donc vous allez analyser ce que vous faisiez avant en vous disant, avant j'y arrivais, aujourd'hui j'y arrive plus, donc c'est forcément qu'aujourd'hui je me trompe et qu'hier j'avais raison. Alors non, puisqu'en général beaucoup sont confrontés à ce qu'on appelle la chance du débutant, c'est-à-dire que vos premiers gains en trading, vous les avez surtout parce que vous avez eu du cul, hein, et que c'est un peu 50-50 au début quand vous tradez, donc forcément, si vous jetez la pièce, il y a bien un moment où ça tombe du bon côté. Donc il faut bien comprendre que les gains de débutants sont effectivement liés aux aléas de la chance et de la réussite et de l'échec, absolument pas dus à un résultat d'un travail personnel,
c'est-à-dire d'un travail de gestion du risque. Personne ne gère le risque au début, hein. C'est surtout qu'au bout d'un moment, quand vous l'apprenez, la gestion du risque, vous vous rendez compte que vous faisiez n'importe quoi avant. Mais quand vous le faisiez, vous n'en aviez aucune conscience. Par contre, vous êtes dans un biais rationnel qui est le gain ou la perte. Comme vous prenez des pertes aujourd'hui et que vous preniez des gains avant, bah forcément s'installe cette notion où en fait vous perdez complètement le sol à essayer de retrouver ce que vous aviez avant, ce plaisir intense de récupérer un gain, généralement assez conséquent, c'est-à-dire quand l'aversion aux pertes est généralement couplée à l'utilisation de leviers dans des phases anticipées de l'apprentissage, et du coup, bah voilà, vous avez pris un gros gain un jour, putain, c'est fantastique, vous avez gagné un SMIC en une journée, c'est un truc de dingue, avant il vous fallait bosser un mois pour faire ça. Là, en une journée, putain, le pactole, bah forcément, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous gagnez un SMIC en une journée, vous allez être capable d'en perdre un, voire deux, voire trois. Évidemment, quand vous le perdez, la réaction n'est pas la même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette psychologie d'addiction va revenir à dire, ok, concrètement, aujourd'hui, je perds des SMIC, mais je m'en fous parce qu'à l'époque, j'étais capable d'en gagner. Je vais juste retrouver le moyen de gagner des SMIC tous les jours. Ou pas forcément tous les jours, vous avez quand même un peu conscience que ça ne va pas arriver tous les jours, mais vous voulez retrouver cet instant où vous étiez fier de vous, content, fier de votre travail qui n'en était absolument pas un, et effectivement c'est ça que vous allez rechercher. Bon, bah maintenant, ça on peut totalement le comparer, psychologiquement parlant, dans le cerveau, à l'addiction. Ce qu'on appelle l'addiction au mécanisme du plaisir, et ça c'est extrêmement dangereux parce que c'est la drogue qui est le plus assimilée, c'est la cocaïne. Et alors ça, c'est quand même assez dangereux, c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les milieux d'affaires, la coke ça tourne à plein bras, mais tout le monde n'est pas aussi débile que ça veut pas dire que tous les financiers s'en foutent plein le nez et vont taper des putes tous les week-ends, hein, ça c'est un peu c'est un peu de l'amalgame, voilà. Mais le principe est de dire oui, évidemment, il y en a qui font ça, c'est clair, mais c'est compréhensible. C'est un mécanisme pernicieux qui fait que dans ces milieux d'argent et ces milieux d'affaires où le risque est permanent, l'incertitude est permanente, chacun peut trouver un certain refuge par rapport à ça. Il y en a comme moi qui vont dire ah ben non, moi la drogue, tout ça, c'est bon. Ça sert à rien, je cherche pas à retrouver mon plaisir d'un gros gain, je préfère prendre mon petit plaisir un peu tous les jours, et puis même à tel point que ça devient pas un plaisir. Voilà, je me fous des gains, je me fous des pertes aujourd'hui. Donc moi je suis pas dans une approche addictive. Je l'ai été par le passé comme tout le monde. En fait, il faut comprendre que c'est... Alors, il y a une frontière très mince entre l'addiction et l'obsession. D'accord? Alors, le trading obsessionnel, tout le monde. Ça, c'est clair, tout le monde est obsédé par le trading au début. Je connais personne qui est arrivé et qui est resté rationnel avec un milieu où on peut parler de milliards, de machin. Voilà, c'est hors sol, c'est forcément, ça devient obsessionnel. Au moment où on apprend, en général, en phase entre 1 et 2 ans, on a cette phase complètement obsessive au trading. On pense qu'il faut absorber de l'information. Voilà. Je me rappelle très bien, moi, de cette phase-là. C'est pas vraiment très plaisant parce qu'on a la sensation que c'est en apprenant un max qu'on va comprendre et au final on comprend rien du tout, on se rend compte de ses propres échecs. Après, enfin voilà, c'est du temps perdu en fait cette phase obsessive. Faut vraiment arriver à vous dire que le marché c'est pas voilà, c'est cette phase où en général on veut chercher à comprendre le marché et on pense effectivement que c'est la compréhension du marché qui amène les gains. Je vous ai dit, cette phase, elle peut durer 1 an, elle peut durer 4 ans, elle peut durer 10 ans. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de comprendre les marchés, ils gagnent jamais rien. Donc en fait, faites attention, c'est vraiment ça la base. Arrêtez d'essayer de comprendre. D'abord, vous dire que le marché il est là pour vous procurer des gains. Maintenant, essayer de comprendre, c'est problématique. D'ailleurs, c'est effectivement en ce moment, moi je commence à me raqueler des grosses pertes sur les US à cause de leurs conneries, tout simplement parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi j'essaie de m'intéresser à comprendre les mécanismes de fonctionnement swing et les mécanismes psychologiques, et je génère des résultats un peu obsessionnels, et rassurez-vous, j'en ai totalement conscience, je l'ai déjà vécu, donc je le revis aujourd'hui. Le problème, c'est que effectivement, l'obsession, c'est pas nécessairement négatif. En fait, tout le monde y passe, d'accord? C'est-à-dire que l'obsession, c'est ce qui permet de se motiver. Là où c'est dangereux, c'est quand l'obsession devient addictive. Et c'est là où c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement parlant, tout ce que vous apprenez ne vous apporte rien de bon, mais vous pensez que c'est le chemin pour retrouver les gains. Et alors ça, c'est un gros problème. Voilà. Parce que là, je vous dis, c'est le mécanisme de la récompense qui est en jeu, qui est totalement différent d'une obsession. En fait, une obsession, c'est quand vous cherchez à obtenir quelque chose et que, logiquement parlant, ça devient un peu too much quant au temps que vous consacrez à ça et l'énergie que vous y consacrez. Voilà, c'est ça l'obsession. Mais c'est pas forcément maladif l'obsession. C'est pas très très bon en fait, c'est pas vraiment très productif et souvent il faut faire un pas en arrière pour revenir. Raison pour laquelle, voilà, j'aurais pu rester dans un schéma obsessif avec les US. Et sincèrement, si j'avais été un peu moins obsédé avec ce truc-là, j'aurais probablement pris mes pertes un peu plus vite. Plutôt que d'essayer de voir jusqu'où il serait capable d'aller.
J'ai joué un peu ce jeu dangereux, c'est ce qui me rapporte franchement les 15% de perte, hein. C'est-à-dire que sincèrement, avec un peu de recul aujourd'hui, j'aurais pu en éviter une partie. Alors franchement, la perte, elle était inévitable, quoi qu'il arrive. L'écrasement de la volate était obligatoire, enfin amenait obligatoirement une perte, mais elle aurait peut-être pu être moins grosse que ça. Voilà. Donc ça, encore une fois, j'en ai conscience. Mais ne pas mélanger donc le mécanisme obsessif et le mécanisme, et le mécanisme d'addiction. Donc, le mécanisme d'addiction, comment on le voit? Le problème, c'est va faire comprendre à un camé qu'il est camé. Hein, donc ça, c'est très compliqué parce que normalement, comme tous les camés, la première réaction, c'est la lutte. C'est-à-dire, oh mais non, mais non, 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 alors qu'objectivement parlant, tout montre que vous cherchez objectivement à retrouver le plaisir d'un gain passé, même si la réalité, elle n'est pas franchement si bandante que ça. Donc ça, il faut vous poser la question. Si vraiment vous ressentez ce truc-là, que vous dites « Ah merde, c'est vrai, il n'a pas forcément tort », ça ne veut pas forcément dire que vous êtes addict. C'est parce qu'il faut savoir faire la différence entre l'obsession et l'addiction. Si vous êtes débutant, entre 1 et 2 ans, voilà, on va dire moins de 2 ans, allez, moins de 3 ans au sens large, c'est probablement que de l'obsession. C'est quand ça commence à dépasser 2 ans, normalement l'obsession, ça ne doit pas durer plus longtemps que ça. Si vous êtes toujours lié à l'obsession au bout de 2 ans de trading, que vous n'arrivez toujours pas à avoir des comptes positifs, même si vous êtes un peu à l'équilibre, c'est-à-dire des gains, et bam, la grosse perte, et vous n'arrivez pas au milieu de tout ça à récupérer des gains. Et le problème, c'est que si vous avez ça, au bout de 2 ans, c'est que l'obsession est peut-être en train de se transformer en addiction. Et là, c'est problématique, parce qu'en réalité, là, au lieu de vous remonter dans la pente, vous allez plutôt vous enfoncer. Et là, c'est dommage, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous gâchez un temps fou et une énergie colossale, parce que là, l'addiction, c'est le cran au-dessus. Hein. Je vous dis, l'obsession, en fait, on y passe tous. C'est effectivement un peu une perte de temps, mais j'ai presque envie de dire que c'est un passage nécessaire pour dédramatiser un peu le truc, quoi. Faut vraiment essayer de tout faire pour comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. J'ai envie de dire. Je vous dis qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais je sais que quoi qu'il arrive, vous le faites. Tout simplement parce que tout le monde y passe. Donc voilà, moi j'essaie de vous faire gagner du temps en vous disant que l'objectif que vous recherchez dans l'obsession, quoi qu'il arrive, vous ne le trouverez pas. Parce que c'est pas en comprenant le marché qu'on fait des gains. Et c'est certainement pas avec une meilleure compréhension du marché que vous ferez plus de gains et que vous retrouverez vos plaisirs d'antan. Au contraire, c'est à ce moment-là que vous comprendrez que c'est en se détachant de ces trucs-là, en tradant le plus possible et de la manière la plus rationnelle possible, en suivant un plan, que c'est là que vous trouvez des gains rationnels et puis vous vous détachez complètement du trading. Et c'est là où vous comprenez qu'en fait, il n'y a rien à faire à essayer de comprendre, que tout est surtout à faire de gérer son risque et point barre. Bref. Donc l'addiction, malheureusement, comment on en sort? Il y a 2 façons de faire. Soit vous prenez conscience, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est un peu comme les étapes du deuil. Hein. D'abord, il faut commencer par accepter, il faut commencer par en parler, et puis il faut commencer à résoudre le problème. C'est-à-dire sortir et désengager le mécanisme d'addiction, qui est tout simplement une recherche du plaisir. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement malheureux de ne pas réussir, que vous recherchez de façon complètement maladive le retour du plaisir, du gain, et un simple gain va vous procurer un plaisir énorme, mais par contre ça décuple évidemment l'impact qu'ont les pertes derrière. Donc il faut faire très attention à ça. En fait, l'addiction est un catalyseur d'émotions, alors que, si vous avez compris, le problème c'est que normalement, avec le temps, vous êtes supposé arriver à supprimer les émotions négatives impactantes sur le trading. Pas supprimer vos émotions, encore une fois, on est tous humains, et vous le resterez. Vous dire que du coup il faut faire trader un robot à votre place, voilà, bref. Peut-être dans le futur, mais peut-être aujourd'hui, ça me paraît quand même compliqué. Donc, voilà, vivez avec vos émotions, mais normalement, la phase obsessive, donc normale, mais elle doit normalement conduire à une réduction des amplitudes émotives, par tout simplement le fait que vous comprendrez qu'il n'y a rien à comprendre. Si vous partez dans l'obsession, dans l'addiction au jeu, là malheureusement, ça veut dire que normalement vous n'arrivez plus à calmer vos émotions. Ça fait quoi? Ça fait quand vous avez un gain, il faut en profiter à mort parce qu'ils sont rares, donc du coup, hop, allez, c'est à donf, c'est génial. Je vais vous prendre des exemples, hein, parce qu'il faut toujours ancrer les choses dans la vie réelle. C'est beaucoup plus facile en fait pour vous rendre compte de ce qui se passe. Moi, quand je vois ça, c'est quand vous sortez en boîte ou en machin, vous allez voir tous les petits jeunes qui se calment tous les week-ends. C'est un truc de ouf, hein, leur vie est merdique et en gros ils attendent que le week-end pour se dire allez, j'ai besoin de ma dose de plaisir, alors je me drogue et je me lâche. Donc en fait tous les week-ends la mécanisme revient à dire ma semaine est pourrie, ce week-end je vais prendre du bon temps, donc je me drogue et je vais forcément profiter de ma soirée.
C'est bien, sauf que, évidemment, comme tous les mécanismes addictifs, le fait répétitif fait que les émotions positives se demandent de plus en plus de drogue, et les effets négatifs associés à la prise de produits stupéfiants augmentent évidemment les effets négatifs. Donc votre vie, elle est toujours plus merdique, et vous voulez donc toujours plus vous droguer le week-end pour être toujours plus heureux et retrouver cette balance. Sauf que, en réalité, ce qui cause votre mal-être, c'est la cam, et ce qui fait que vous allez vouloir vous sentir plus heureux, c'est le fait de prendre plus de cam. Donc vous avez compris le schéma, hein, c'est complètement débile, et c'est comme ça que des gens normaux, bien constitués, qui n'ont aucune raison d'être malheureux, vont se sentir dépressifs et tout ça. Voilà, la drogue crée des dépressions, en fait. Donc le principe, c'est de dire, est-ce que vous voulez trader dépressif ou est-ce que vous voulez juste trader ? Moi, je préfère quand même sérieusement éviter que vous tradiez dépressif. Et il faut comprendre que l'addiction, c'est un des plus grands dépresseurs de marché quand vous tradez. Tout simplement parce que la recherche de votre plaisir et le système que vous mettez en place pour l'obtenir fait que vous allez ressentir des pertes supérieures, enfin vous allez ressentir des émotions supérieures avec les pertes qui bousillent la vie, et du coup vous avez besoin de compenser. Et voilà. En fait, non, tout ça, laissez tomber, ça sert à rien. Le principe est de dire un gain, c'est pas une récompense. Une perte, c'est pas une sanction. Voilà. Une perte, c'est un aspect statistique. Vous avez tenté, ça passe pas. Un gain, c'est pas une récompense. Un gain, c'est vous avez travaillé, ça produit un jet, ça produit son effet. Voilà. Essayez d'ancrer ça dans le réel, essayez d'ancrer ça dans la réalité, et dites-vous, si vous aviez conscience de ce que font... essayez de vous dire que ce que vous faites, c'est la même chose qu'un gamin de 15 ans qui va bouffer de l'ecstasy tous les week-ends parce que sa vie est merdique. Est-ce qu'objectivement sa vie est merdique ? Non, seulement il ne la prend pas en main. Et forcément, c'est plus facile de se dire « Oh, la vie est pourrie, l'école c'est merdique, je préfère le samedi soir, franchement le samedi soir c'est génial. » Donc, non, vous ne voudriez pas être cette personne-là, objectivement parlant. Je ne vous demande pas de juger les gens, mais je dis juste, si vous étiez confronté à ça, quel conseil vous donneriez à cette personne ? Vous direz, mais arrête ta merde, quoi. Prends 2-3 semaines au vert, oui, tu vas passer 2-3 week-ends de merde, mais il vaut mieux passer par là que de continuer à bouffer ta merde tous les week-ends, et pire, d'augmenter les doses. Voire de passer à d'autres drogues après pour que ce soit plus fun, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça, ok ? Le schéma addictif, si vous êtes dedans, le seul moyen d'en sortir, c'est d'en prendre conscience, déjà. De savoir que parfois, il vaut mieux reculer de 3 pas que de continuer de reculer à petits pas. Voilà. Donc, s'il faut que vous sortiez, que vous preniez un peu de recul sur votre vie, arrêtez le trading pendant un moment, putain, faites-le, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc ça, voilà, faire attention à ça, c'est très très important de comprendre ces mécanismes addictifs. Et donc maintenant on va passer au thème du moment, donc le thème qui m'obsède moi un petit peu pour l'instant à court terme. Donc la drogue générale, c'est-à-dire la drogue au niveau macroéconomique, les injections monétaires. Donc oui, pour moi c'est le même schéma, hein, c'est-à-dire que ça fait on le voit, on va le regarder, c'est l'effet, hein, donc tout simplement. Donc l'injection monétaire et les différents effets que ça a sur le marché aujourd'hui d'un point de vue macroéconomique, et évidemment comment moi, rationnellement parlant, je me positionne par rapport à ça. Alors avec un biais un petit peu obsessif ces derniers temps, j'en ai conscience encore une fois les gars, hein, tout simplement parce que je trouve ça irrationnel et que je suis une personne extrêmement logique et rationnelle, et que du coup je peux tout à fait comprendre qu'une personne se drogue. J'ai énormément de mal à comprendre que des millions de personnes le fassent. Je me dis toujours, c'est pas possible, il y a forcément des gens rationnels dedans qui, comme moi, vont ramener à la réalité. Et forcément, en ce moment, je suis confronté à l'erreur et à l'échec, tout simplement parce que tout le monde préfère planer en même temps. C'est un peu ça la thématique du moment, c'est de dire non mais attends, non, l'économie, c'est pas génial. Bon, la planète, l'écologie, tout ça, les abeilles sont en voie d'extinction, mais non, mais c'est pas grave, on trouvera un moyen de polliniser nos maïs transgéniques. Donc voilà, moi effectivement aujourd'hui je suis confronté à 2 biais cognitifs extrêmement problématiques, qui sont que malheureusement j'ai toujours réussi à très facilement séparer les deux. C'est-à-dire mes convictions personnelles et mes stratégies de trading. Le problème, c'est que là, j'ai dangereusement un peu mélangé les deux, avec ce biais légèrement obsessif qui m'a causé donc probablement une perte accrue. Disons que j'aurais probablement pris 9% de perte, là j'en ai pris 15 parce que j'ai fait un peu le gugus à tenir un petit peu plus longtemps, pensant tout simplement qu'on allait revenir à la réalité. Mais non, en fait, le mécanisme est un pur mécanisme obsessif, qui est poussé aujourd'hui à l'addiction, qui est tout simplement, on ne peut plus revenir à la réalité à Wall Street, on ne veut plus
Mais ça va revenir, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit de cycles. Là, on est en plein samedi soir, à fond de coke, dans le marché. C'est ça la réalité. Alors là, j'ai même envie de dire qu'on n'est plus vraiment dans la coke, parce qu'on n'est pas dans la recherche du plaisir aujourd'hui. Je pense qu'on est plus dans la recherche de l'hallucination, hein, c'est-à-dire le déni réel de la réalité par un masquage. Donc là, on est plutôt sur le produit hallucinogène. Voilà, là, ça bouffe des tripes à Wall Street, quoi. Là, ils sont super chauds. Euh, donc le principe, c'est de dire, là, la réalité, elle n'est pas franchement bandante. Voilà. Donc là, c'est le truc de dire, j'ai besoin de rêve. Voilà, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin d'espoir. Le marché aujourd'hui est un peu... Enfin, le marché... L'économie aujourd'hui est un peu désespérante et c'est surtout donc qu'on a connu, donc on va ancrer ça dans les schémas de marché. Là, il s'agit de psychologie macro, d'accord, c'est-à-dire ici on va étudier un peu le schéma sur le cycle, d'accord. Donc les schémas psychologiques, comment aujourd'hui on arrive à une addiction assez dangereuse et pire, pourquoi les instances qui sont à l'origine de ce léger penchant à la drogue, au lieu, rationnellement parlant, de faire machine arrière, sont aujourd'hui en train d'augmenter les doses. Voilà, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je pars du principe qu'un banquier central, c'est une personne rationnelle, qui a totalement conscience des choses que je vous dis là, parce qu'elle est dans les mécanismes financiers depuis longtemps, elle connaît le bousin, et ça revient à dire, bon, bah quand même, au bout d'un moment, les mecs comprennent, connaissent, comment ils peuvent croire et laisser faire ça. Tout simplement parce qu'ils connaissent les conséquences. Alors que la Fed, encore une fois, son rôle, c'est la stabilité financière. Elle connaît les conséquences de l'addiction qui revient à augmenter le niveau émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de produire des gains, aujourd'hui, le marché est là pour produire de l'euphorie et de la panique. C'est débile, parce que, encore une fois, ça veut dire volatilité, donc ça veut dire pas de stabilité sur les prix, et c'est à l'inverse du rôle de la Fed, alors qu'ils en ont totalement conscience. Donc c'est ça que je trouve très dangereux, c'est qu'on a des acteurs de marché professionnels qui ont totalement conscience du problème, mais qui préfèrent jouer le jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde cautionne le fait que le malade est complètement hardcorement, en train de délirer complet dans la drogue, et on se dit, bah non, mais attends, moi je vais pas le réveiller. Voilà, c'est ça le truc. Donc au final, tout le monde est là, tout le monde regarde, l'irrationalité se mettre en place, et on se dit, bah c'est bon, c'est un trip passager, tout ira bien. Je pense qu'on en est à un stade où là, le trip passager déjà va avoir une grosse redescente, mais donc ça va faire mal. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des désillusions, il va y avoir des pertes, voilà. Alors que ça, c'est pas le rôle de la Fed. Voilà. Donc le principe est de dire aujourd'hui, non, les émotions qui vont être ressenties en bad trip sont trop intenses, donc on préfère donner de la drogue. Réduire les doses, non, c'est pas intéressant. Au contraire, on va essayer de maintenir les doses, mais le problème c'est que le malade, lui, demande toujours plus de doses, et c'est surtout, et c'est là où c'est dangereux, je pense qu'on est passé à d'autres drogues aujourd'hui. Tout simplement, voilà. Alors ça... Je vais faire simple, hein, d'accord. La drogue qu'on a ici, donc le QE, les LTRO, les trucs comme ça, le début de l'expérimentation monétaire sur les économies à large échelle, qui sont essayées au Japon depuis 20 ans, hein, et on sait que ça ne produit aucun bénéfice, si ce n'est tout simplement que la bourse aujourd'hui au Japon, elle est contrôlée par la Banque centrale. Donc c'est de dire, voilà, c'est ça l'avenir. Non, parce que tout simplement, c'est pas possible avec les économies à la taille de l'Europe et des États-Unis. Donc on a joué l'expérimentation à mi-chemin, c'est-à-dire de dire on va y aller doucement sur les doses au début et on va essayer des petites drogues sympas, quoi. Qui revenaient à dire, bon, ici c'est des injections monétaires type réduction des taux et compagnie, hein, donc là c'est un peu la fumette entre guillemets, c'est gentillet, c'est pas méchant, c'est plutôt pour dire, bon, on se fait une petite parenthèse dans le monde morose et on essaie de s'amuser, de rigoler un peu, ça permet aux valorisations boursières de remonter. Donc, ok, certes, c'est bien. Effectivement, à ce moment-là, je pense que franchement, quand on se tape une récession, je peux totalement comprendre qu'on ait envie de se détendre un peu le soir en rentrant à la maison. Moi, honnêtement, j'ai rien contre la fumette, hein. Donc le truc est de dire, voilà, c'est pas une grosse drogue, ça revient à dire, attends, on est un peu trop pessimiste, détends-toi, fume un coup, ça ira mieux. Donc c'est pas bien méchant, et encore une fois, on peut s'arrêter de fumer du jour au lendemain, je peux vous en parler, je l'ai fait, et pourtant j'étais pas un petit fumeur, hein. Donc le truc est de dire, c'est pas la drogue
la plus insurmontable du monde, tout simplement. Bon, après, il y a d'autres drogues qui sont un peu plus dures, un petit peu plus compliquées, si on rentre dans des schémas addictifs pour s'en sortir. C'est un peu ce qu'on a essayé par là, c'est-à-dire que là, bon, ben, c'est cool, l'économie s'en sortait pas trop mal, hein, on était revenu vers les sommets, mais on sentait que ça allait retomber, hein, voilà. Donc le truc était de dire, non, là, en fait, il nous faut un petit booster, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, hein, tout le monde sait que quoi qu'il arrive, on va monter, hein, un cycle économique va généralement plus haut que le précédent. Donc le truc, ça revient à dire, ici, au lieu de s'autoriser à faire ça et ça, d'accord, ce qui était tout à fait normal, ici, on commence à se dire, non, non, je sens que les mecs, ils ont besoin d'argent, donc voilà, Q1, on commence. On se dit, bon là sincèrement, on a besoin d'un peu plus de rêve. Donc là, les taux bas, ça suffit pas. On a besoin de risque. On a besoin de prendre du risque. Pour ça, on va essayer un produit un petit peu plus... voilà, là en gros, on s'est détendu, la fumette a fait du bien. Tout va bien, mais là, malheureusement, bon, ben voilà, il y a le risque que ça retombe. Mais encore une fois, tout serait allé très bien. Il suffisait de laisser tomber les prix ici, on serait revenu tester un support, et évidemment, on serait reparti derrière sans grande peine. L'économie, c'est quand même la réalité, c'est le moteur, et c'est ce qu'on est supposé pricer. Mais le truc, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans un mécanisme où ça fait tellement peur les baisses de marché, c'est-à-dire on a tellement peur que ça déraille, qu'au final, on préfère la drogue. Alors, comme je vous dis, mais le problème, c'est la dangerosité des drogues qu'on a fait. Donc, on commence par la fumette, les taux bas. On réduit les taux un peu partout. Et donc, dans une bulle de crédit, qu'est-ce qu'on choisit de faire? De faciliter le crédit. Bon. Alors déjà, moi j'aurais préféré dire, bon, il vaut mieux qu'on passe un an ou deux ici à comprendre les conneries qu'on a faites avec le crédit et comprendre qu'on ne peut pas réellement s'endetter sur 30 ans quand on n'est pas capable de voir ce que le réchauffement climatique nous fera dans 30 ans. Mais bon, c'est l'économie qui veut ça, hein. Il faut que l'argent circule, et il faut que ça circule vite, donc il faut que les gens s'endettent. Donc on ne cherche pas à comprendre, on leur vend le futur à court terme, on fait tout pour qu'ils s'endettent, et tant qu'on a la muselière sur l'animal, tout va bien. Donc c'est exactement ça, hein, qui s'était produit à l'époque. Il fallait absolument du crédit, donc taux bas, c'était bien, mais je pense qu'à ce stade-là, la fumette, c'était pas nécessairement une mauvaise chose. Voilà. Mais à ce stade-là, l'économie commençait déjà à prendre le relais. En 2012, 2013, honnêtement, c'était pas la fin du monde, hein. Alors il y avait la crise grecque, effectivement, mais c'était pas non plus la fin du monde, quoi. C'est ça que je veux dire. La crise grecque, c'était une réplique du séisme de 2008, des problèmes sur le crédit. Donc à ce stade-là, est-ce que nécessairement il fallait sortir des QE pour éviter la baisse? Je pense pas. Je pense qu'ici, au contraire, il aurait mieux fallu laisser le marché évoluer naturellement, et on aurait retrouvé de toute façon la réalité économique. C'est-à-dire qu'ici, les mecs qui se disaient « Ah mais non, mais attendez, si on forme un sommet de marché ici, mais vous vous rendez compte, là les mecs ils vont tout nous enfoncer, puis c'est une nouvelle crise financière, puis on... » Mais non, bon sang, les gens ont envie que ça se passe bien dans la vie. C'est ça qui est fou. C'est de dire, en fait, on a l'impression aujourd'hui que dès que le marché baisse, on va se taper une crise et on est parti pour 2 ans de baisse. Non, le marché doit baisser, doit consolider, c'est ce qui est normal. Regardez ici, est-ce que le marché s'est écroulé? Non. Est-ce qu'on a eu besoin de sortir du QE en 2016? Non. Donc, il faut bien être conscient d'une chose, le marché, il sait se réguler. Le marché, c'est les gens, et ils ne sont pas forcément débiles, et quand ça baisse, ils ne sont pas forcément complètement paniqués, en mode nouvelle crise financière. Hein. Non, voilà. Donc, il faudrait peut-être qu'on commence à se poser des questions. Donc là, on est passé à la coque. D'accord? Donc là, ça revient à dire, bon, on a bien fumé ce soir, on est bien fatigué, il est 1h du mat, tout le monde est crevé, mais non. Là, on ne va pas faire une nuit avant de repartir demain pour une nouvelle journée. Hein. Non, 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 non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bonne grosse trace et qu'on va se mettre en mode, allez, faites, on a bien fumé, on s'est bien détendu, maintenant tout va un peu mieux. Allez, maintenant on va en boîte et on va faire les cons. Donc là, c'est le mélange, un picole-coque, celui qui fait pas trop du bien au cerveau le lendemain en général. Mais bon, c'est le truc de dire, ouh, c'est la patate. Donc là, c'était de dire, l'économie, elle est quand même un peu morose, mais ça va. Donc on lui donne du jus, on lui donne de la patate. Au lieu de rentrer se coucher le soir pour une nouvelle journée le lendemain, là, non, on est parti jusqu'à 6h du mat, et les heures passent, hein, voilà, donc les années passent, la volatilité n'existe pas, mais là, encore une fois, c'est normal, on est en plein cycle de croissance. Donc là, on a injection monétaire dans un cycle de croissance. C'est-à-dire, en réalité, ça, c'est, allez, tu tapes ta trace à 23h, et la soirée commence, voilà. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est de dire, là, bon, il est un peu 4-5 heures du mat, t'aurais mieux fait de te calmer, mais effectivement, la coque fait toujours un peu son effet, on en retape un petit peu ici, et tout va bien, on peut tenir. Bon, la soirée finit quand même par se calmer, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas passer ta vie à taper, tu as quand même envie de dormir au bout d'un moment. Donc le truc est de dire, ok, allez, là, on se calme, on dort un moment, et puis voilà. Et Trump arrive. Et Trump, il fait quoi? Lui, il dit,
Euh, Moi, la coque, j'adore ça, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est le lendemain, au moment de la redescente, tu prends un trip, et là, ça va super bien, quoi. C'est de dire, ouais, mais tu vois, la redescente de la coque, c'est pas, bon, c'est pas génial, on est un peu fatigué, parce que forcément, on a fait les cons toute la nuit, le corps, lui, il s'en souvient, hein, voilà. Donc c'est de dire, ça va, je suis pas trop mal non plus, mais j'ai quand même encore envie de faire la teuf aujourd'hui. Euh, alors moi je dirais plutôt Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il a doublé les doses de coke au début. C'est-à-dire que là on s'était bien drogué, puis là on se dit bon attends, là il va quand même falloir digérer, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose à espérer, on est en fin de cycle, on va plutôt même se taper le... Voilà. Mais bon, ici à ce stade-là on se dit ok, il reste une dernière vague, d'accord. Donc c'est de dire entre guillemets, là la boîte va fermer dans une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on se dit c'est bon, on se calme, il n'y a pas de souci, on a passé une bonne soirée, on boit un dernier verre, et puis on se dirige tranquillos vers la sortie. Non, non, là t'as Trump qui arrive, qui dit hey, c'est pas grave les gars, la boîte elle ferme à 6 heures, mais on est chaud, il y a une after party, là-bas c'est ouvert jusqu'à midi, il y a tous les produits qu'on veut, on peut y aller, il y a de la bonne cam, on va se faire plaisir. Donc ça c'est ce qu'il fait, donc c'est son tax plan. C'est de dire, non, non, l'économie, elle n'est pas en fin de cycle, on va lui redonner de la cam, lui redonner de l'espoir, lui redonner de la visibilité. Donc, la soirée ne s'arrête pas à 6 heures quand la boîte ferme, mais on va aller dans une after-boîte pour se faire plaisir jusqu'à midi. Voilà, on donne de la visibilité, on donne de la drogue, et tout va bien. C'est donc de dire, ici, ah ouais, non, mais t'es fatigué, bon, tu commences à tirer un peu de l'œil, tiens mon coco, cette fois, je te mets un gros double aller-retour, je te mets un demi-gramme dans le nez, et tu vas te faire plaisir. Donc c'est de dire, ok, wouh, putain, la super patate, effectivement, moi je vais jusqu'au soleil avec toi, on va en boîte derrière, on se fait plaisir, on va en after. Voilà, allez, c'est parti, on continue la soirée. La soirée continue. Bon, évidemment, tout le monde sait que la réalité, elle arrive derrière, hein. Quoi qu'il arrive, ton after-boîte va fermer, et puis forcément, derrière, il va falloir dormir à un moment donné. Mais non, hein, pour l'instant, tu es à fond de coque, et évidemment, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, il n'y a pas de souci, on profite, on danse, on s'extasie, on chauffe le corps, surchauffe. Voilà, donc effectivement, là, ah putain, c'est la surchauffe. On se rend compte qu'il y a un problème. Là, c'est les premiers problèmes, c'est de dire, oh putain, quand tu commences à t'asseoir sur la chaise, tu vois, c'est-à-dire quand tu danses, tu bouges, tout va bien. Quand tu commences à t'asseoir, tu te rends compte que là, il y a un truc qui va pas. Ton cœur, il a bien pompé toute la nuit. Tu te dis, waouh, effectivement, quand je m'assois, je suis fatigué, c'est pas génial, je commence à sentir quand même que mon corps me dit que les limites physiques commencent à être atteintes. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben non, là c'est le moment où tu as un autre pote qui arrive, qui a les poches chargées de cam et qui dit allez, génial les gars, moi je suis chaud. Alors là, c'est les ETF, les rachats d'actions, d'accord. Donc c'est de dire, là on a un dernier petit boost de fin de soirée, c'est-à-dire le mec arrive et dit ouais, non mais vas-y, là c'est t'inquiète, j'ai du bon produit mec, il est midi, la boîte va bientôt fermer, mais t'en fais pas. Là on va aller chez moi. Et puis on va se mettre un petit trip dans la tronche. Tu vas voir, tu vas redescendre tranquille, tu vas pas le sentir venir. Ça va redescendre tranquille. Voilà, d'accord. Bon, là on a poussé un peu, ton corps est fatigué. On va arrêter la coke parce qu'à ce moment-là, bah, c'est plus possible, ça va être trop dangereux. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'hallucinogène. Comme ça, tu verras, on va avoir des trucs cool, ça va être sympa. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où ici, théoriquement, donc le marché commence à prendre un peu peur, là. C'est-à-dire, là, tu es en train de rentrer, puis tu commences à fermer les yeux dans la bagnole pour aller chez le mec qui va te filer la cam. Et c'est de dire, ah ouais, bon, bah là, tout va bien, mais en fait, non, mon corps, il va pas bien du tout. Là, je commence à comprendre que je vais morfler, quoi, en fait. C'est de dire, je commence à comprendre que j'ai un peu tiré, que j'aurais peut-être pas dû aller en boîte jusqu'à midi. Mais c'est pas grave, hein. Donc voilà, pour l'instant, j'encaisse les coups, et puis j'attends que la drogue fasse son effet, j'attends que ça monte et que tout simplement les miracles qu'on m'a promis arrivent. C'est-à-dire j'attends de voir des couleurs, quoi. Voilà, là je suis passé à l'hallucinogène, j'ai envie de voir des couleurs, quoi. Donc le truc revient à dire ici, ok, on est conscient que plus rien ne va, que le monde commence à être pas franchement génialo autour de nous, mais la partie ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer à faire la teuf on ne doit pas dormir. Voilà. Considérez ça en fait comme une journée d'un marché un peu fou qui revient à dire bon ben voilà, le marché il a déjà connu ces phases de folie par le passé. Hein, voilà. Là c'était même chose. Hein, là c'était de dire oh putain mec, mais je sais pas ce que t'as trouvé comme drogue, mais là c'est de la folie. Hein. Voilà. Donc là c'était pareil. Hein, c'était la coque à tout va. Hein.
Là, c'était l'addict à la cocaïne, d'accord. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même chose, d'accord. C'est pas. Ce qui est dingue, c'est qu'à cette époque-là, encore en 2000, il y avait de la croissance. Le problème, c'était les prix. C'était de dire, là, tu prends beaucoup trop de coke, tu risques l'overdose, quoi. Mais à ce moment-là, encore une fois, l'économie était en croissance, sans problème à ce moment-là. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur la croissance. C'est-à-dire que là, en fait, on commence à se poser des questions sur la réalité. Hein, et en fait, vous vous dites, oh, ça c'était de la folie, comparé quand même à ça. Alors oui, évidemment, il faudrait mettre en échelle logarithmique et tout ça, hein, parce qu'il y a l'inflation, tout ce que vous voulez. Non, ce qu'il faut, ce qu'il faut surtout, c'est corréler ça à l'inflation, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'inflation, ou très peu d'inflation, donc comparé à là où l'inflation était dingue, complètement dingue, là vous vous dites en échelle logarithmique, ouais, bon, mais du coup, c'est rien ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas grave, voilà. Hein. Alors si, c'est très très grave ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que déjà d'une mettre du logarithme en général ça sert à rien, mais c'est surtout qu'il faut corréler à l'inflation. Et ce qu'on voit, c'est que corréler à l'inflation, le marché américain c'est un cycle, hein, et il fait 1, 2, 3, 4, et on est au sommet d'un cycle, mais donc la réalité doit être substituée au rêve. C'est tout simplement que maintenant on veut absolument que nos produits fassent effet, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? C'est que là on crée de nouveaux produits. Le nouveau produit aujourd'hui, ça revient à dire, c'est les mêmes outils qu'avant. On nous promet d'utiliser les mêmes outils, c'est-à-dire que là on te dit, écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est de dire, écoute, il n'y a pas de souci, on a de nouveaux produits, tu vas essayer, c'est génial. Donc vous comprenez le discours central, hein, je vous le décortique, je le sors de façon un peu dégueulasse, hein, mais c'est un peu ça. Il va dire, t'en fais pas, j'ai de nouveaux produits qui te permettent d'oublier la réalité. Si jamais tu as besoin, alors ça c'est Trump, hein, donc c'est Trump qui vous vend les produits, et derrière vous avez la Fed qui dit, bon, écoute, si tu as absolument envie de prendre ces produits-là, moi je te recommande de ne pas le faire, mais si tu le fais, je ne vais pas t'empêcher, hein, d'accord. Et moi par contre, si jamais il y a un problème, j'ai de la fumette et j'ai de la coke, voilà. C'est de dire, je ferai en sorte de t'aider si jamais tu vas un peu trop loin dans ton délire, voilà. Je vais t'assister, voilà. Mais par contre, que tu dormes, c'est pas possible. Hein, dormir, c'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu dors, tu vas te réveiller demain, mon pauvre, ça va être moche. Hein, parce que là, tu es déjà allé trop loin. Donc le principe est de dire, quoi qu'il arrive, maintenant, dès qu'on s'endort, demain, on va morfler. Donc, vous avez d'un côté, pour moi, 3 acteurs, c'est-à-dire dans ce marché-là, vous avez les banques centrales, le gouvernement américain et le consensus des traders, qu'on va séparer en deux, c'est-à-dire pour moi les traders institutionnels et les traders particuliers. Donc d'un côté les traders particuliers qui sont averses au risque, qui sont averses à l'addiction, tout ce que vous voulez, eux c'est party all night, il n'y a pas de souci, moi tant que tu produis la cam, tout va bien, je continuerai de rêver. Donc eux c'est les premiers à rêver, hein. Eux ils rêvent depuis l'élection de Donald Trump, et ils rêvent surtout dernièrement, hein, depuis qu'ils se gonflent d'achats d'ETF, puisque là, on leur a promis des cactus dorés, du rêve partout, donc c'est fantastique, l'avenir est merveilleux, faisons la teuf. Et derrière, vous avez d'un autre côté, les institutionnels qui, eux, regardent ça et disent « Attends, mais non, moi là, j'ai déjà bien fait la teuf, il est midi, c'est bon, hein, le principe c'est quand même de se faire plaisir, mais moi j'ai pas envie de monter dans la bagnole du mec furieux en face et d'aller prendre des trucs un peu plus hardcore, quoi. » Donc il y a des gens qui tout simplement se disent, bon, moi maintenant je vais regarder, quoi. Je vais pas encore aller me coucher parce que je suis quand même dans un sale état, mais je vais me laisser porter, voilà, par la fin de soirée, et puis quand la lumière s'éteint, je vais me coucher, et puis demain j'aurai un peu mal à la tête. Voilà, ça c'est le professionnel. Il sait que de toute façon il va morfler parce qu'il a fait un peu le con, et que voilà, il a pris un peu d'argent, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Il va essayer d'atténuer le risque pour demain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer déjà un aspirine avant de dormir pour ne pas se réveiller avec la barre au crâne. Il va essayer de boire de l'eau. Voilà, il va faire des trucs comme ça. C'est réduire les risques. C'est ce que font les professionnels. Vous croyez qu'ils font quoi? Si on vous dit qu'il y a des flux sortants aujourd'hui d'investissement, c'est tout simplement parce que les mecs revendent. Ils ont compris qu'il vaut mieux pas trop s'exposer au moment où ça risque de chier derrière, mais on ne sait pas exactement quand c'est. Pour l'instant, la lumière est allumée, donc on ne va pas se coucher. On essaie de tenir un peu jusqu'à ce que ça tombe naturellement, quoi. Et donc, je vous dis, à côté, les particuliers, eux, c'est « Ouh, mais c'est fantastique, mec, là, je commence à avoir des couleurs, c'est génial. » Et puis, alors, franchement, je me rappelle, ce mur-là, il était dégueulasse. Il y avait des fuites d'humidité partout, le papier peint qui commençait à se décrocher. Mais là, putain, c'est fantastique. Je le vois magnifique, ce mur. Tout va bien.
Et pire, je sens que ma maison s'agrandit, quoi. Je me vois rêver demain, là je m'imagine, là je peux aller à la banque, je peux faire un crédit, je peux m'acheter une nouvelle voiture, je peux m'acheter une nouvelle maison, je peux m'acheter une nouvelle vie à crédit. Je me sens chaud là, je me sens bien, je pense que demain va être un bon jour. Voilà la réalité dans laquelle on est. Hein, d'accord. Demain, ça va être un très mauvais jour, mais encore une fois, le rêve s'est réellement installé. Chez les particuliers, alors c'est dangereux parce qu'en général, les particuliers, c'est pas eux qui font l'économie. Hein. Alors, ils en font une partie aux États-Unis, mais c'est pas eux qui gèrent les flux financiers. Ceux qui gèrent les flux financiers, c'est la finance. Et la finance, elle a bien compris qu'il fallait aller dormir au bout d'un moment. Donc eux, ils réduisent les risques. À côté de ça, vous avez des gens qui prennent des risques considérables et vous avez toujours l'effet rémanent du tax plan, c'est-à-dire les rachats d'actions, les trucs comme ça, qui font que tout simplement, pour l'instant, vous avez encore trop de coques dans le sang, vous ne pouvez pas dormir. D'accord ? C'est pas possible de dormir, il y a trop de stimulus, on peut pas encore dormir. Mais encore faudrait-il se dire que plus on monte, plus demain ça va faire mal. Donc il serait peut-être temps de rester à plat, et d'attendre le moment où la lumière s'éteint et où on peut enfin dormir, et demain sera un autre jour. Voilà, demain le marché remontera, la nuit sera peut-être un peu coriace et le début de journée risque de faire mal à la tête, mais après tout, si vous le faites qu'une fois, ça va. D'accord ? C'est de dire, vous êtes peut-être allé un peu fort cette fois, on comprendra la leçon, et voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut comprendre que le marché montera quoi qu'il arrive. Drogue ou pas drogue, le marché est fait pour monter. D'accord ? La drogue, c'est juste un catalyseur qui permet de monter plus vite. Mais il faut que la réalité suive. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que malheureusement, cette réalité, elle commence à se confronter à un plafond de verre qu'on n'avait pas sur les cycles économiques précédents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a un impact sur l'environnement qui est catastrophique. Alors certains vont dire, mais non, mais ça c'est du pipeau de gauchiste, c'est n'importe quoi, on a toujours détruit la planète. Alors oui, c'est vrai, on a toujours détruit la planète, seulement aujourd'hui on le fait dans un système parabolique, et le problème c'est que la planète elle augmente pas en parabole. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la réalité physique, c'est que le monde, notre monde évolue selon des systèmes plus ou moins paraboliques également. Certains systèmes sont stables, mais certains systèmes sont évidemment paraboliques dans la nature. Mais il faut bien comprendre que ces systèmes paraboliques, à l'échelle planétaire, mettent des millions d'années. Hein, c'est ça où là, il y a une irrationalité la plus totale. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met un coup de boost sur des processus qui prenaient des millions d'années avant. On connaît les conséquences, hein, c'est-à-dire qu'on sait que quand on balance un peu trop de CO2 dans l'atmosphère, et encore une fois, sans l'humain, ça se faisait quand même, mais ça mettait des millions d'années. On connaît les effets, d'accord, c'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe et on sait que ça finit par une période de glaciation. Et le truc, c'est que là, on se dit, mais non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, mais putain, mais même si ça gèle partout sur la Terre, on trouvera une solution. Voilà, il y aura des solutions techniques. Tout le monde fera. Une glaciation, les gars, c'est pas moins 10, hein, c'est moins 40 partout sur la planète. Et ça fait pas, c'est pas joli. Ça veut dire déjà, toutes les activités extérieures, c'est compliqué. Hein. Là, le transport, tu te le mets où je pense. Le transport aérien, tu peux oublier, hein, ou alors il faut trouver de nouvelles solutions. Donc ça revient à dire, on a des enjeux techniques et écologiques imminents, étant donné les systèmes paraboliques, hein, on a totalement conscience de la réalité, et que cette réalité surtout est parabolique. C'est-à-dire que la plupart des modèles aujourd'hui de prévision entre guillemets de ces trucs-là, nous disent tous oh putain c'est la merde. C'est tellement parabolique qu'on ne peut pas voir à plus de 50 ans, et dans 50 ans il va se passer Enfin, les variables paraboliques sont tellement dangereuses que dans 50 ans on pense qu'on ne sait pas quoi, mais il se passera un seul truc. C'est-à-dire qu'en gros on sera déjà éteint dans 50 ans. Vous vous rendez compte du truc ? C'est-à-dire que là, en gros, vous avez d'un côté Wall Street qui dit ah, mais c'est bon, endette-toi, prends des dettes, tout va bien, détends-toi, laisse-toi aller, les effets commencent à arriver, tu verras un monde fantastique, où tu t'enrichis, où tu as un niveau de vie supérieur à la moyenne. Non, la réalité, c'est putain, tu descends de chez toi, tu regardes la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une fracture sociale qui est complètement immense et qui est dangereuse, d'accord ? Dangereuse parce qu'on sait ce qu'elle a commis par le passé, cette fracture sociale. Encore une fois, le problème, c'est qu'on sait ce qui s'est déjà produit quand on est dans ces jeux-là. Dans ces jeux-là, c'est quoi ? C'est la
montée de l'émotion, la montée de l'extrémisme, et on connaît ce que ça a fait, ça a créé des guerres mondiales. Alors peut-être qu'aujourd'hui on va pas ressortir avec le fusil et la baïonnette pour aller fusiller le voisin parce que c'est le méchant voisin, mais il fait quoi Trump à votre avis? Les méchants mexicains, c'est quoi les prochains? Alors il y a les méchants chinois aussi quand même. Alors, il y a les méchants chinois, mais il faut qu'on aille faire des deals avec eux parce qu'on a quand même besoin d'eux dans l'économie, parce que c'est eux qui produisent tout ce qu'on importe. Donc si on n'est pas d'accord, malheureusement, voilà. Donc c'est toujours pareil. Pour moi, je pense que le Trumpisme est extrêmement nocif pour tout, c'est-à-dire pour l'économie, pour l'être humain, pour tout ce que vous voulez, parce que ce mec-là est d'un danger mais astronomique. Alors certains disent mais non mais t'es trop noir Phil, alors peut-être que je me serais trompé, on en reparlera dans 4 ans. Si ce mec est réélu, et voilà, moi je vous ai dit le jour où il a été élu, soit il finira pas son mandat, soit il sera assassiné. C'est ce que je vous ai dit. Si ça se trouve, je me suis complètement planté. Ou alors, ce sera peut-être sur 2 mandats. C'est-à-dire qu'il sera peut-être réélu, et puis il finira pas le deuxième, ou il sera assassiné avant le suivant. Mais sincèrement, ce genre de personne, à la tête d'un État, et de l'État le plus puissant, ça peut difficilement bien se finir. Tout simplement parce qu'il y a les réalités auxquelles on est confronté, et il y a que ce mec-là continue l'escalade du rêve et l'escalade de la drogue, et le réveil n'en sera que plus dangereux. Hein. C'est-à-dire que là, il faudra payer la soirée de fumette qui a bien commencé, à laquelle on a mis un peu de coke parce que quand même, il fallait durer toute la nuit. Et puis maintenant qu'il faudrait revenir à la réalité, non, on commence les hallucinogènes. Et le truc, c'est de dire, mais il n'y a pas de souci, mec. Tu pourras continuer autant que tu veux. On aura toujours des drogues plus fortes. Non, la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas de drogue plus forte. Et que tout ce qui va te permettre de rester dans ton rêve, c'est d'augmenter considérablement les doses et jusqu'au moment où tu vas mourir. Donc là, c'est un peu dangereux, hein, parce que bon, je ne pense pas qu'on va tuer l'économie ni quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le cas. Moi, je ne pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on va avoir un changement structurel dans les structures de marché. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir réguler un peu tout ça pour dire, la coque, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'on va sortir les banques centrales du jeu monétaire, tout simplement parce que, ou les contrôler. Hein, c'est-à-dire qu'on les autorisera à donner de la fumette et éventuellement un petit cachet de temps en temps. Mais c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire c'est nos limites et on fait ça avec l'argent public, je pense que ça, malheureusement, c'est probablement ce qu'on risque de quitter au prochain réveil. C'est-à-dire que le prochain réveil va probablement être un peu violent. Hein. Je n'ai pas dit que l'économie allait mourir, j'ai juste dit qu'on allait se prendre une tarte. C'est-à-dire qu'on va pas le voir venir et ça prendra une structure un peu plus dramatique que précédemment. Alors moi, ce que je maintiens, c'est qu'on risque de se taper un crack rapide, violent, inattendu, et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voilà. Comment on va faire ça derrière? Est-ce qu'on va créer une mutation de l'économie, c'est-à-dire un nouveau schéma économique? C'est-à-dire que il y aura une rupture. La rupture, généralement, ça se voit sur les marchés par des baisses rapides, mais il peut se produire 2 choses derrière. Soit la rupture s'ancre dans la réalité, c'est-à-dire la réalité économique est pourrie, et là, c'est vraiment la récession longue, douloureuse, le bad trip, quoi. C'est possible, voilà. Hein. Moi, je m'attends à plus ou moins un truc radical. C'est de dire, là, les mecs sont complètement en train de faire n'importe quoi. On est encore au stade où on peut quand même s'en sortir. Hein. C'est pas parce que tu as passé ta nuit à prendre de la coke et à prendre un trip en fin de soirée que tu es forcément bon pour la poubelle et que tu es un junkie. Ça veut juste te dire, bon, là, ce soir, tu as fait un peu n'importe quoi. Il faut juste une grosse baffe dans ta gueule, un bon bain chaud, tu te détends, tu vas morfler demain, hein, ça c'est clair. Mais voilà, tu reviens à la réalité, tu bois beaucoup d'eau, tu manges, et surtout, si tu as envie d'en reprendre un cacheton, tu vas prendre ma main dans la gueule, quoi. C'est plutôt de dire ça. Et c'est ça qu'on devrait avoir aujourd'hui. Ça, c'est le rôle de la Banque centrale, normalement. Au lieu aujourd'hui de dire, bon, si jamais vous allez un peu trop loin, j'ai quand même encore un peu de coke et de la fumette pour que ça se passe bien. La redescente, en gros, sera douce. Oui, mais quand vous avez affaire... Alors ça, voilà, c'est si vous avez affaire à des investisseurs institutionnels que vous faites ça. Parce que tout simplement, dans ce contexte-là, vous dites, OK, on va assurer la redescente, on va piloter la redescente. C'est-à-dire que quand on va voir que tu es un peu trop mal, tu vas fumer un peu, tu vas te mettre au soleil, tout ira bien, t'inquiète pas, on va te faire redescendre en douceur. Ça, c'est bien, c'est le discours de la Banque centrale. Le problème, c'est que ici, c'est le discours qui a été initié là, hein, donc Jerome Powell. On voit comment les marchés réagissent ici. Ils n'ont pas du tout compris qu'on allait redescendre. Donc, qui est au contrôle ici, à votre avis? Parce que c'est les institutionnels qui disent « Ok, c'est bon, donc il n'y a aucun souci, on peut repartir. » Non, les institutionnels, ils ont compris qu'on allait redescendre en douceur si la Fed contrôle le truc. C'est bien, ça leur permet de dire
Ok, d'accord, on va peut-être pas forcément se péter un énorme crack, on va essayer de piloter le truc, ça veut dire que la Fed a bien fait comprendre qu'il y aurait des produits pour redescendre doucement. Parce qu'encore une fois, un mec qui en a un peu trop pris, si vous lui coupez tout, ça fonctionne pas non plus. Il faut quand même y aller doucement. Voilà, c'est un retour à la réalité. Le problème, c'est que là, ils se rendent pas compte qu'il y a un mec qui est complètement sous opiacé, là, et qui sent plus rien du tout. Qui sent plus rien, voire qui commence à se péter des hallucinations, parce que là, ça commence à devenir dangereux. On est proche de l'ergot de seigle, quoi. Voilà. C'est de dire, c'est quand même un peu dangereux, parce que là, on a une mauvaise appréciation de quelqu'un qui part en vrille, qui est complètement en train de sortir du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui a mal interprété le truc. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, bon, alors c'est pas grave, du coup je peux y aller parce que de toute façon il y a de la coke, il y a de la fumette, tout ira bien. Du coup je peux y aller, je me sens en sécurité. Mais non, 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 t'as déjà fait n'importe quoi, t'as déjà largement franchi la ligne jaune, et là c'est juste de dire, on va se coucher mon coco, et je vais essayer de faire en sorte que tu redescendes tranquillement, et que demain tu prennes pas trop cher, quoi. C'est-à-dire demain je t'ordonnerai un petit peu pour que ça aille pas trop mal quand tu vas vraiment vraiment te sentir pas bien. C'est ça le message qui était envoyé par la Fed, qui a absolument pas été compris par le marché. Pour le marché, c'est ouais, ouais, c'est bon, dans ce cas-là, nos limites. Mais encore une fois, qui dans le marché? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la lecture du volume. C'est de dire, en fait, normalement, alors c'est très subjectif malheureusement comme analyse, mais là, donc on termine l'émission, on l'ancre dans des stratégies trading. Pourquoi je cherche des ventes à Wall Street et pourquoi je maintiens toujours mes scénarios vendeurs actuellement? Bah, tout simplement parce que là, moi je vois des mecs qui planent, mais complets, qui ont un objectif clair et net et visible, c'est le sommet historique. Ils se disent, non, non, mais le sommet, on y va, il n'y a pas de souci, je suis fort, je me sens bien, tout va bien, on va au sommet. Alors que la réalité, on sait ce qu'elle est, c'est-à-dire que là, il y a des observateurs autour de ça qui commentent, il y en a qui tradent, c'est-à-dire moi j'observe mais je trade, c'est-à-dire que je prends des risques, il y en a qui se contentent de commenter, hein, c'est les analystes, il n'y a pas de souci, hein, je ne critique pas, chacun son métier, mais de dire voilà, le principe c'est que moi je dois prendre des décisions, moi je dois dire c'est quoi le prochain move, est-ce qu'on fout une claque dans la tronche du gars, ou est-ce que tout simplement on lui donne son rêve pour qu'il soit encore plus déçu derrière. Le problème c'est ça, c'est que pour moi c'est l'aspect ce dont on parlait au début, c'est un mécanisme de la récompense. C'est-à-dire que là, en réalité, le marché commence à comprendre qu'il faut réduire ses attentes. C'est-à-dire que les professionnels ont compris qu'on n'allait pas grappiller grand-chose. Que là, si on va au sommet historique, ça risque de ne pas être très bandant au-dessus de ça. On n'est pas parti pour une accélération fulgurante au-dessus du sommet historique, parce que l'économie ne suit pas pour l'instant. Et qu'il faudrait attendre des nouvelles informations. Le marché institutionnel ne dit pas qu'on va craquer. Le marché institutionnel dit qu'on va consolider et qu'ensuite on verra comment l'économie réagit. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'ai pas dit encore une fois qu'on allait cracher. Moi, je suis juste obligé d'avoir un coup en avance. Moi, je pense que malheureusement, quoi qu'il arrive, le début du ralentissement, comme on a eu des excès, vont catalyser des excès baissiers. Et c'est là où, évidemment, on ressortira l'opium monétaire et les trucs classiques. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que le marché remontera derrière. Ça veut juste dire qu'on va limiter la baisse. Et ça, je l'ai toujours dit, oui, je pense qu'on limitera la baisse. Et que ça se fera par des cycles dans lesquels il y aura des rebonds parce qu'il y aura des injections monétaires et on va piloter, effectivement, la baisse. Oui, mais la baisse, pas la hausse. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Je pense que le discours de la Fed a été très 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 mal interprété parce que non seulement il n'était pas assez franc, je pense qu'il est temps que la Fed aujourd'hui utilise des mots violents qui consistent à dire qu'on s'attend à des baisses de marché et que c'est dans le cas uniquement de baisse de marché que des injections monétaires seront réalisées. Je pense qu'aujourd'hui la Fed elle doit remonter ses taux. Elle ne doit pas baisser ses taux. Là, elle doit dire, ok, c'est bon, Trump, ils font n'importe quoi. Là, on a un dangereux squeeze de liquidité ici. Et sincèrement, c'est dangereux. Il serait temps aujourd'hui d'orienter cette liquidité, de casser le rêve. C'est-à-dire que la Fed, aujourd'hui, elle ne doit pas être sympa avec le marché. Moi, je pense que la Fed, aujourd'hui, elle doit calmer la spéculation pour la stabilité financière et de dire, oui, on va causer une baisse de marché. Oui, c'est à cause de nous que le marché va consolider et entrer en bear market, probablement. Mais on va faire en sorte que ce bear market soit le moins douloureux possible et tout simplement que l'économie ne soit pas réellement impactée. On monte un peu le chômage. Enfin, il faut regarder quand même les chiffres. Le chômage n'est pas extrêmement bon aux États-Unis, mais il n'est pas mauvais non plus. On est à 7% à peu près. De chômage réel, hein. Je ne parle pas du chômage fictif à 3 et quelques. Voilà, non, le chômage réel est à 7%. On sait qu'une économie peut être résiliente tant que le chômage ne dépasse pas 12-13. Voilà, c'est au-dessus de 12-13 que ça commence
commence à devenir problématique parce que ça ancre le schéma de consommation dans un schéma de contraction durable, qui dure généralement derrière 1 à 2 ans et compagnie. Mais si on fait en sorte de maintenir le niveau de profitabilité, de maintenir le niveau de circulation de liquidité, c'est-à-dire l'accessibilité au crédit pour les bonnes boîtes, qu'on laisse mourir les boîtes de merde, ça va créer effectivement certains chocs systémiques, mais ça va donner la leçon. Ça revient à dire aujourd'hui, oui, il y a du crédit, mais on ne va pas non plus octroyer du crédit à n'importe qui, n'importe comment, toujours plus fort, toujours plus loin, un peu comme le Japon. Parce que sinon, au bout d'un moment, si vous octroyez du crédit pas cher, il va falloir choisir à qui vous l'octroyez. C'est-à-dire que derrière, il faut que vous contrôliez le marché. Il faut que c'est la BOJ. C'est de dire la BOJ contrôle tous les flux financiers avec tous les dangers que ça comporte parce que ça centralise le risque et ça c'est un énorme problème. En fait c'est une dictature monétaire. Ça revient à dire c'est les mecs qui travaillent à la banque centrale qui décident qui a de l'argent et qui n'en a pas. Et ça c'est très dangereux. Très 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 dangereux. Parce qu'encore une fois, ça amène toutes les corruptions possibles. Tout pouvoir est corrompu. Donc c'est un pouvoir énorme qu'a la Banque centrale du Japon. Et tout le monde pense que c'est pas corrompu. Je vous dis, moi je pense que ça l'est parce que c'est la nature qui est comme ça. Grand pouvoir égale forcément, ça attire des choses négatives. Tout ce qui est beau n'est jamais extrêmement beau, ça attire également la merde avec. Donc le problème c'est ça. Aujourd'hui, quelle va être la direction du marché américain et surtout quelle va être la position de la Fed dans le contexte actuel. Fed qui est donc en train de dire non, nous on maintient. Voilà. Donc ce qui a été dit, c'est ce que je trouve dangereux, c'est-à-dire que ce qui a été dit là a été répété par là. Et ça, je trouve ça très dangereux parce que normalement, la Fed, elle n'est pas supposée faire ça. Elle est supposée normalement dire, ok, bon, alors elle l'a réduit, mais encore une fois, le marché ne comprend pas parce que le marché est toujours drogué. Et une partie du marché ne comprend absolument rien et il comprend juste que si on redescend, il y a de la drogue, mais que en attendant, c'est pas la peine d'empêcher la prise d'opiacés, quoi. On peut la laisser faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rêver, ça n'aura aucune conséquence. Si, ça va avoir une conséquence dramatique. Le rêve, c'est très loin de la réalité. Encore une fois, la coke n'est pas un hallucinogène, ça transcende l'énergie. Voilà, ça revient à dire, ton corps il est épuisé, mais tu ne vas pas le sentir, tout ira très bien. Les opiacés, c'est une autre histoire. Là, on substitue la réalité, la redescente, elle est obligatoire. Hein, voilà. La coke, c'est une fatigue physique, et si tu n'en prends pas tous les week-ends, c'est pas nécessairement addictif, quoi. C'est les gars qui vont vous dire si t'en prends une fois, t'en prendras toute ta vie. Bon, non. Hein, voilà, j'en ai pris plusieurs fois et je suis pas drogué, quoi. Et j'en prends plus aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait possible de s'arrêter. C'est pas du tout un problème. Les opiacés et les hallucinogènes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention à ces trucs-là. Okay, donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que rationnellement parlant, je connais un peu l'histoire et je sais que la direction qu'on est en train de prendre aujourd'hui est très dangereuse. Parce que là, pour le coup, la stabilité financière, j'en suis pas certain derrière. Et je ne suis pas certain que la Fed ait les capacités derrière de réaliser un atterrissage en douceur si on s'ancre dans une bulle spéculative qui est déjà bien avancée. Hein. La bulle spéculative, on la voit, hein, c'est très clairement ce que je vous avais dit. C'était le risque à l'époque, hein, donc le risque, il est en train de se mettre en place. Mais on attend le moment où soit la baffe arrive, soit tout simplement elle n'arrive jamais et en fait à ce moment-là le produit commence à faire effet, les mecs vont commencer à reprendre la dose parce que c'est fantastique. Voilà, c'est de dire aujourd'hui, objectivement parlant, rien ne permet le franchissement des sommets historiques. Voilà. Sur certains secteurs. Voilà. Mais le principe est de dire, bon, il faut quand même que ce ne soit pas excessivement mauvais. Alors healthcare, on voit que c'est mauvais. Hein. Là, ça y est, on a cassé les supports, ça annonce plutôt des mauvaises choses. Et voilà. Mais pour l'instant, d'accord, il faut que ça reste range. C'est-à-dire que les healthcare vont se péter un peu la gueule, mais on va pas... Voilà. Les utilities, alors là maintenant ça y est, elles sont vendues parce qu'il faut comprendre que là il faut concentrer les flux sur les endroits qui font rêver. Donc là, le secteur tech, voilà, je vous montre le rêve, hein, c'est-à-dire là, alors là on est quand même très très fort sur donc 16 semaines, une seule semaine de baisse. C'est là où on aurait dû se confronter à la réalité. Et ici, évidemment, c'est là où moi j'avais vendu là, tous les Cisco et compagnie. Et évidemment, derrière, le rêve revient. Pas de problème, les techs ne n'inquiètent personne. Hein, voilà. Donc là, la tech, c'est de dire, ici on a trouvé un support et on va voir jusqu'où on va. Alors, on va concentrer sur les techs, parce qu'il faut quand même que vous voyez d'où on vient. Voilà, c'est là où je pense qu'il faut quand même commencer à se poser des questions. D'accord ? Donc l'indice sectoriel technologique.
Donc la grande décrue techno ici après la bulle des 2000, hein, et puis donc aujourd'hui le nouveau cycle technologique, la révolution technologique, le futur à votre porte, et tout ce qu'il comporte de bêtises. Donc non, hein, on est bien d'accord, on est bien sur des zones très 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 dangereuses sur les techs, mais là on a quitté le sol. Le rêve il est là, voilà. C'est ici que vos yeux sont attirés si vous prenez des hallucinogènes. C'est là que se trouve la belle couleur qui vous dit « Waouh, putain, c'est trop beau et tout ». Voilà. Donc ça c'est génial, voilà. C'est là qu'on regarde, donc ça attire les yeux, ça attire les regards. C'est génial, c'est le même mur que vous verrez demain de façon très 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 noire quand évidemment vous direz attends mais hier oh putain mais je voyais c'était génial ce truc alors qu'en fait attends mais la tapisserie est toute pourrie, enfin, c'est n'importe quoi, il y a des cafards derrière, qu'est-ce que c'est que ce beans. Voilà, donc c'est exactement ça, c'est de dire demain ça va faire mal à la tête le secteur technologie, mais aujourd'hui ça vend du rêve et les gens ont envie de se droguer. Donc le problème c'est de savoir ça, est-ce que la main du marché qui est censée assurer la stabilité financière va laisser faire ce genre de truc, ou est-ce que tout simplement la Fed va jouer son rôle qui revient à dire Trump, t'arrêtes tes conneries, on monte les taux au lieu de les baisser. Tout simplement, il faut que Powell joue son rôle de banquier central et non pas un rôle de banquier central politisé qui revient à dire ah, je veux pas être celui qui va faire baisser les marchés. Hein, voilà. Je veux pas être le vilain gendarme qui arrive au milieu de la soirée parce qu'on fait n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce qu'il devrait faire. Voilà. Donc, il faut faire attention. Tout évidemment est sur le secteur tech, et secteur tech qu'on va analyser derrière, parce qu'encore une fois, moi, ce que je regarde, c'est, j'essaie de voir d'un point de vue institution financière, quel est le pilotage qui est fait. Est-ce qu'on essaye de piloter une baisse sur les technos? Est-ce qu'une baisse s'annonce? Ou est-ce que tout simplement, on préfère laisser le rêve ici et concentrer les flux? C'est-à-dire que ce qui revient à dire que normalement, les autres flux vont commencer à s'orienter à la baisse, et tous les flux vont se concentrer sur tech et discretionary. D'accord? C'est-à-dire que là, on va créer des vraies bulles spéculatives, des bulles sectorielles. En sachant que, voilà, hein, dans ce cas-là, utilities va rentrer en phase de consolidation, pas intéressant, hein, voilà, on va rentrer en bear market sur les utilities, probablement bear market sur les financières aussi, probablement bear market sur healthcare, les valeurs industrielles très certainement aussi, hein, elles ne sont pas bandantes du tout, mais ça reviendra à dire, effectivement, on va délester tous les secteurs qui ne sont pas géniaux, materials, tout ça, c'est pas intéressant pour la croissance, puisque la croissance se fait sur la technologie. D'accord? Donc ça revient à dire, il nous faut de la croissance, il nous faut du bonheur, et le bonheur c'est quand ça monte, et le bonheur c'est la technologie. Voilà. Donc ça reviendra à dire, il nous faut de la technologie, il nous faut toujours plus de boîtes technologiques, il nous faut toujours plus d'innovation technologique. Ouais, ok, voilà. Dans ce cas-là, allons-y. C'est effectivement, si c'est ça la réalité de demain, qu'il nous faut de la technologie et toujours plus de technologie et de la technologie trop forte et tout ce que vous voulez, moi j'ai plutôt tendance à dire ça pue le mort parce que normalement dans une bulle, d'accord, je vous rappelle les étapes psychologiques d'une bulle, normalement quand vous avez le retour de volatilité comme là, d'accord, survient normalement une dernière phase de poussée haussière et normalement derrière c'est le crack et on casse le support et dead cat bounce et ensuite on perd la superbe. Là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est là. Voilà, pourquoi on est ici sur les technos. Et dans ce cas-là, il faut regarder qui compose l'indice sectoriel des technologies. Donc on va aller le faire, parce que c'est un exercice très intéressant. Hop, donc on va se mettre là-dedans. Donc on prend le secteur technologique, d'accord. Donc là, ici, hop, donc, oh, putain, je vais y arriver. Donc vous avez tout ça hein, dans le secteur tech. Donc on voit que c'est effectivement les poids lourds du marché américain, hein, d'accord. Donc tout ça, ça représente... Allez, un bon tiers, un cinquième, c'est un bon cinquième de l'économie américaine, d'accord. Et donc là, j'aimerais bien qu'on puisse zoomer. Non, je crois qu'on peut pas, c'est dommage. Ah oui, alors les ETF, ça c'est très marrant, mais bon. Alors, donc on va prendre en year to date, voilà. Ah non, on va même faire en PI, voilà, en PI ratio, d'accord. Donc voilà, ça il faut comprendre, hein, d'accord. Donc plus c'est haut en valeur, plus c'est cher, d'accord. Plus c'est ce que les gens recherchent. Donc vous avez bien compris, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est ces deux trucs, d'accord. Amazon, d'accord, et les technologiques, Google, Microsoft et tout ça, d'accord. Donc tout ça, ce sont les valeurs de rêve. Plus le chiffre est élevé, plus ça pue.
Donc là, vous regardez, en gros, qu'est-ce qui pue le mort aujourd'hui? Qualcomm. Donc évidemment, ça vend du rêve, hein, Qualcomm. Hier, c'était une journée magnifique. Cisco, hein, ça vend un peu du rêve, mais 22 sur un PER. Alors le PER moyen, c'est 14. D'accord? Donc c'est de dire, en fait, là, tout ce qui est vert, c'est pas bandant, c'est tous les trucs dont il faut se délester. D'accord? Tout ce qui est rouge, c'est les trucs qu'il faut acheter. Alors que, encore une fois, dans une logique sécuritaire, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. D'accord? Donc pour l'instant, évidemment, vous voyez, qu'est-ce qui n'est pas intéressant? General Electric, c'est pas du tout intéressant. Voilà. Donc le principe revient à dire, pour l'instant, il y a la réalité, ce que font les financiers, les professionnels, qui eux se positionnent timidement en sortant de ces actifs-là pour rentrer dans ceux-là, ceux qui sont intéressants, d'accord, mais qui ont évidemment une approche moins leveragé, ce qui revient à dire le deleveraging. Voilà, on réduit les leviers boursiers et l'exposition, mais le problème c'est qu'on est quand même obligé d'acheter des actions parce qu'on ne peut pas aller sur les actifs non risqués, type dette d'État et compagnie, parce que tout ça, c'est la Banque centrale qui le tient. Donc effectivement, on ne peut pas vraiment faire grand-chose en termes d'actifs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du risque, mais par contre, on maîtrise le risque. On pilote le retournement du marché. Par contre, derrière, je vous dis, il y a tous les mêmes gugus qui, eux, font quoi? Ils font monter toutes les valorisations ici. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention. Je vous dis, vous prenez ici, tout ce qui est au-dessus de 40, ça va se prendre une grosse carotte bientôt. Hein. Donc c'est de dire, par exemple, FIS, Fidelity National Information Service, ça va se prendre une cartouche. Nvidia aussi. Tous ces trucs-là, là, ils vont retomber sous les 15 après. Hein. Une phase de récession, c'est un PER global de 8. Donc c'est de dire... ça va passer de 40 à 8. Ça va être un peu moins intéressant. Alors là, vous avez Berkshire. Bon, ça, c'est quand même... voilà, bon, ça, c'est fantastique. Hein, à 129. Bref, voilà. Donc, c'est de dire aujourd'hui, on concentre les flux, d'accord, avant de rééquilibrer tout le monde. D'accord? C'est-à-dire, tout le monde repart à la baisse. Et en gros, de ce truc-là, après, on repart sur des trucs noirs, là, c'est-à-dire des trucs moyens, 15-16 pour tout le monde. D'accord? On concentre les flux. Mais comme on a accumulé beaucoup d'argent, ça va d'abord baisser. Là, vous voyez beaucoup plus de rouge que de vert. D'accord? C'est ce qu'on appelle la phase de rotation. D'accord? Là, il y a une rotation qui se met en place vers des secteurs plus refuges, les financières, d'autres secteurs un peu intéressants. Mais de dire, voilà, il y a quand même des bons dossiers, il y a quand même des choses à faire toujours dans le marché, mais aujourd'hui, l'argent se concentre. C'est-à-dire, c'est de la bulle. Quand l'argent se concentre, c'est qu'on crée des choses en valeur future qui n'arriveront pas. Et c'est là où ça pose problème. Hop, pardon, d'ailleurs je viens de voir qu'on est à 1h05, donc on va se bouger un peu. Ok, donc il faut bien comprendre, effectivement, c'est là et là qu'il y a le plus de rouge, hein, vous le voyez bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle les secteurs qui veulent la bulle. Là, vous regardez les valorisations, c'est quand même tendu. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si on ne peut pas avoir une moyenne ici, mais il y a quand même des trucs assez violents, hein, type Netflix, 137 fois les bénéfices et des trucs comme ça. Donc ça revient à dire, normalement, une action, elle représente deux choses. Sa valeur réelle, c'est-à-dire sa valeur actuelle, plus les attentes futures. Ce qui peut justifier parfois, donc effectivement, des PER un peu stretchy, comme Netflix et ses 137, et Amazon et ses 93. D'accord? C'est de dire, effectivement, la part d'attente future est très conséquente. D'accord? On attend beaucoup de ces entreprises dans le futur pour différentes raisons. Ça, évidemment, c'est subjectif, mais le problème, c'est que quand normalement on arrive plutôt à l'aube d'une fin de cycle, on est normalement... On se dit, bon, quitte à acheter ces valeurs, vaut mieux les acheter sur des PER qui seront toujours supérieurs à la moyenne. C'est comme je vous dis, un PER moyen en fin de phase récessive, c'est entre 8 et 10. Donc c'est de dire, Amazon, ça n'aura jamais un PER de 8 ou de 10, parce que quoi qu'il arrive, on attend énormément de cette valeur. Mais est-ce qu'il faut l'acheter avec un PER de 93 ? Je ne suis pas certain. Voilà. Donc c'est de dire, ça, un truc comme ça, moi je préférerais l'acheter plus bas. Plus tard que de foncer là-dessus maintenant. D'accord? Donc revenez bien dans ce truc-là, dites-vous que ça représente le prix du marché américain. Donc le prix est très élevé alors que la croissance attendue est moyenne. Donc qu'est-ce qui se passe? Normalement ici, on devrait plutôt revenir sur des PER globaux inférieurs à 20. D'accord? Comme on a une contraction de la croissance qui est pour l'instant considérée comme étant périodique, cyclique et temporaire, je veux bien l'admettre, hein, encore une fois, je ne dis pas que je prétends connaître le futur, moi je pense que la décrue va amener de toute façon la redescente et que c'est inévitable, mais qu'elle sera probablement pilotée. Par contre, je ne pense pas, encore une fois, qu'on puisse ne pas redescendre et rester à plat. Alors on peut éventuellement rester à plat, mais il va falloir être très fort sur les injections monétaires, je l'entends ici, d'accord? Donc on revient ici sur les secteurs américains. Donc il revient à dire le S&P 500, pour moi le minimum c'est déjà de revenir tester les différents supports, là, hein, c'est-à-dire la dernière fois qu'on a piégé les vendeurs, donc ici je pense qu'il faut revenir tester la zone de Jérôme Powell,
Et évidemment, je pense qu'on va rester par là. C'est-à-dire que je maintiens, pour moi, l'économie américaine et je le dis depuis le début. C'est quand même fou de devoir répéter 50 fois la même chose, mais voilà. Donc, pour moi, le scénario américain revient à dire, voilà, on est allé un peu loin ici, on a fait un petit peu trop fort. Voilà. C'est de dire, allez, par là, voilà. C'est de prendre les plus basses clôtures, on va essayer de remettre, voilà. Donc, c'est de dire, normalement, les plus basses clôtures sont là, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est le range, d'accord ? C'est la réalité de notre marché, ok ? Donc à ce stade-là, il y a deux choses possibles. Soit on laisse la drogue faire effet et entre guillemets on ne met pas une tare dans la gueule, on va leur laisser leur désillusion. Et dans ce cas-là, comme on a fait un excès baissier, on avait déjà fait l'excès haussier, hein, encore une fois, c'est ça qui me pose problème. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que normalement ici, si on voulait être réaliste, on rebaisserait, d'accord ? Si on ne veut pas être réaliste, on va effectivement laisser prendre l'inspiration ici, et normalement, hop, ça va chier comme exactement ici, c'est-à-dire phase d'aspiration, et bim, ça revient, ça réintègre. Et c'est là où c'est le problème, parce que normalement, on devrait réintégrer aussi fort qu'on a dépassé. Le problème, c'est que pour l'instant, pour moi, le range, il se situe là. C'est-à-dire qu'on est dans cette phase-là, où ça, c'est la zone d'indécision sur la croissance. Ici, c'est la zone où on commence à comprendre que la Fed va supporter, d'accord ? Donc je pense que les zones d'action de la Fed, elles se trouvent là, d'accord ? C'est ici que la Fed va supporter, et c'est là qu'on verra. C'est-à-dire que moi, je pense que si la Fed laisse les rêves s'installer, ici, malheureusement, elle risque d'avoir du mal à contrôler la volatilité. Il faut comprendre un truc, plus vous laissez les émotions haussières s'installer, plus l'émotion baissière, qui est sa réciproque derrière, sera difficile à contrôler également. La Fed pense qu'elle pourra tout contrôler, que ce sera facile et lisible d'arriver à empêcher les baisses de marché. Ça va être émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed, elle doit limiter l'euphorie pour arriver à limiter la panique qui va probablement suivre ici. C'est de dire ici, même si les news économiques sont mauvaises, la Fed va tout faire évidemment pour soutenir le marché, ce qui est tout à fait compréhensible. D'accord ? Et ici, moi je l'ai toujours dit, il y aura de toute façon un point de flexion. Ici, on va travailler cette zone-là. Je ne sais pas si la Fed va faire son boulot merdique, c'est-à-dire elle n'arrive pas à calmer la panique et les marchés paniquent encore plus fort derrière, c'est-à-dire la Fed rate son travail. Et je pense que plus elle laisse monter le marché, plus elle prend le risque ici de ne pas réussir à produire l'effet qu'elle escompte. C'est ça le vrai risque, c'est de dire aujourd'hui la Fed pense qu'elle pourra piloter le marché. C'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Pour apprendre à piloter, il faut comprendre qu'il s'agit de piloter les émotions du marché, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, on est en train de faire rentrer des gens qui ne sauront pas être rationnels. La Fed, elle sait piloter les financiers. Elle le fait très bien. C'est pour ça que les financiers ont compris qu'il n'était pas temps d'acheter, mais temps de dire, bon, on va attendre que les mecs aient fini leur connerie et on va laisser le marché retomber. Là, il n'y a personne qui achète. Les flux acheteurs ne sont pas des flux d'investisseurs, tout simplement, ça se voit au volume. Voilà, regardez, les volumes s'écrabouillent. C'est de dire, ici, c'est plus de l'institutionnel qui trade. C'est de dire, ici, les mecs ont compris que ça devient irrationnel un peu sur les prix, donc ils ne tradent pas les prix. Ils s'attendent à ce que ça retombe, mais ils ne vont pas vendre le marché. Voilà, il faut comprendre qu'un professionnel, il vend rarement le marché à découvert. Et la plupart n'ont pas le droit de le faire, d'ailleurs. Hein, donc voilà, il s'agit de dire... Qu'est-ce qu'on fait et à quel prix on achète? Donc il y a un biais acheteur naturel dans le marché, ça on en a toujours parlé, je dis le marché quoi qu'il arrive, drogue ou pas drogue, il est fait pour monter, parce qu'il y a de l'inflation. Donc de toute façon ça montera les marchés. Mais là on est plutôt sur une fin de cycle, un moment où on commence à se calmer, et on se rend compte qu'on a pris un peu trop de calme sur le cycle, et qu'il serait peut-être temps d'aller pioncer. Ça c'est ce que les professionnels voient, mais je vous dis les particuliers, eux c'est « waouh, ils viennent d'arriver dans la soirée, et il faut party all night long ». Et non, c'est dangereux, la soirée est déjà finie. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Je pense que ce range, c'est la zone d'indécision, c'est la zone psychologique. Évidemment, sa sortie haussière ici, c'est l'euphorie, mais complète. Mais alors absolument complète, hein, d'accord. Mais il faut faire attention. Hein. Donc voilà, ici, je ne pense pas qu'on ait vraiment eu une panique boursière. Je pense qu'ici, on s'est fait peur. Et que là, il y avait effectivement un peu trop d'espoir. Voilà, espoir, peur. Je préférerais que le marché n'installe pas l'euphorie. Hein. C'est-à-dire que pour moi, toute cette phase-là, là, tout ce qui est au-dessus de ça, c'est déjà too much. Alors, je vais enlever ça, voilà. Pour moi, tout ce qui est au-dessus de ça, c'est vraiment irrationnel, d'accord? On est dans l'irrationalité, je n'ai pas encore dit qu'on était dans l'euphorie boursière. Hein. Pour moi, l'euphorie, c'est au-dessus du sommet. C'est-à-dire que là, si on va déborder ça, le marché sera euphorique. Si on est euphorique, c'est panique derrière. C'est-à-dire pour moi, aller dépasser le sommet historique, c'est que la Fed n'arrivera pas à contrôler le marché ici. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, dans ce cas-là, tout ce qu'on fera, c'est ça, c'est-à-dire des sommets ascendants, des creux descendants,
et ce sera tout simplement la grosse mémerde, c'est-à-dire de la volatilité de ouf. Sauf que la prochaine fois, la volatilité, elle nous amènera à moins 30%. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est de dire, normalement, moins 20, c'est psychologiquement ce qui est acceptable pour juger qu'on n'est pas en bear market. Là, si on continue de faire mumuse, c'est moins 30 la prochaine fois. Donc, quoi qu'il arrive, on aura des impacts sur l'économie et on créera normalement un bear market théorique sur les prix. Donc, c'est ça qui est un peu dangereux. C'est de dire, moi je pense qu'aujourd'hui, la Fed, elle peut maîtriser le truc, qui revient à dire, en fait, on a fait un peu les cons. On a augmenté, c'est-à-dire regardez le nombre de fois. Donc là, on avait marqué le coup de semence pour dire, ok, la réalité est là, on se calme. Si on voulait partir en bulle, on pouvait le faire ici, encore une fois. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un retour à la réalité ici, qui montre qu'on ne veut pas non plus faire n'importe quoi. On ressort ici, ça c'était techniquement un peu stupide, mais compréhensible psychologiquement parlant. Ça aussi. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, de ce range, on en sort de plus en plus violemment. D'accord ? Là, on est sorti un petit peu, on a débordé le range de 2%. D'accord ? Là, on a débordé le range de 9%. D'accord ? Donc 2, 9. Est-ce que du coup, la prochaine, c'est de dire, ici, on déborde de 15. Voilà, c'est de dire, ici, on augmente de ça. Alors, on peut compter en milliers en points. Hein, c'est-à-dire, voilà, là, on a débordé une vingtaine de points. Pardon, une cinquantaine de points. Là, on a débordé une centaine. Est-ce qu'ici, on va déborder 150 ? Voilà, c'est possible, hein, encore une fois, mais c'est pas normal. Ça, ce serait mauvais signe, ça augmenterait tout simplement la volatilité implicite et la dangerosité du marché, c'est-à-dire tout l'inverse du rôle de la Fed, qui est la stabilité financière. Donc là, on augmenterait la volatilité et l'indécision du marché. Très dangereux, évidemment, je pense, puisque c'est tout ce que la Fed souhaiterait éviter normalement. Par contre, si on commençait à réduire ces amplitudes, ce serait bon signe. C'est-à-dire, on vient là, ici on se fait une petite pichenette dessous, et puis on reste ici et on digère. Voilà. Et on digère, et là, soit effectivement l'économie repart, d'accord ? On digère les problèmes, tout va bien, le pilotage de la Fed fonctionne bien, et on reprend un cycle haussier. Ça, je peux comprendre. Ça, c'est pas du pricing. Ça, c'est n'importe quoi. Ça revient à dire, non, non, il n'y a pas de baisse, d'accord ? Jusque-là, je peux comprendre. Ça revient à dire, vous avez été un petit peu trop fort, c'est pas tout de suite le bear market. Et ça, moi, j'étais d'accord. Par contre, normalement, ici, il fallait ranger, et puis se réorienter à la baisse. Donc là, non, on décide d'aller casser les résistances, recasser le haut de range. J'ai pas l'impression que ce soit bon signe de voir les volumes ici s'écrouler. Parce que vous voyez bien, en fait, à partir du moment où on a atteint cette zone-là, là, c'est ici où tout simplement il n'y a plus rien. Voilà, il ne se passe plus rien. Tout le monde regarde et on attend que ça baisse. Voilà. Donc, effectivement, c'est le danger, puisque ça revient à dire, là, le camé, lui, il continue de monter. Et plus il monte, plus ce sera difficile de le gérer derrière. Voilà. Donc pour l'instant, on fait très attention. Je vous rappelle évidemment les montants investis sur les ETF qui sont effectivement extrêmement dangereux et la Fed a plutôt intérêt à contrôler ça plutôt que de continuer à distribuer l'opium monétaire qui revient à dire là les ETF en 6 mois ils ont divisé quasiment par 2 leur coût de financement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait encore plus de gens qui arrivent, toujours plus, les coûts sont plus faibles, investissez, n'ayez peur de rien. Mais encore une fois, l'investissement, ça doit être fait de manière rationnelle, de manière professionnelle. Les professionnels aujourd'hui sont surtout en train de sortir les flux plutôt que de les rentrer. Et normalement, moi, je vous apprends à faire plutôt la même chose que le smart money. Maintenant, la smart money, elle attend. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, comme je vous l'ai toujours dit, elle a le luxe de pouvoir dire, moi j'ai acheté il y a plusieurs années et j'ai continué d'acheter pendant toutes les années, j'ai acheté tous les pullbacks et aujourd'hui je n'achète plus les pullbacks ou en tout cas mes attentes haussières sont considérablement réduites. Voilà. Ça, je pense que c'est la politique à adopter qui revient à dire, je me prépare pour la baisse mais j'attends qu'elle arrive. Voilà. Moi malheureusement j'ai rien à revendre donc je suis obligé de vendre des trucs que j'ai pas donc ça veut dire vendre à découvert et ça c'est un peu en plus emmerdant. Donc je reste dans mon scénario, mais il faut bien comprendre que moi je parie sur le fait qu'on va se réveiller bientôt. Je ne sais pas quand, et évidemment, plus on tarde, plus le réveil sera violent. Mais je tends à penser qu'au bout d'un moment, la rationalité financière va se remettre en place. Maintenant, soit je me trompe, et on va sur une bulle spéculative. Mais comme je vous dis, le problème, c'est qu'on a une bulle spéculative dopée au crédit, et ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que si vous comparez le système financier des années 2000, qui avait créé cette bulle spéculative, c'était pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, la Banque centrale a décidé de piloter le marché. Elle est responsable d'une bonne partie de la hausse existante à crédit. On ne connaît pas la structure de baisse d'un marché qui ajouterait une bulle spéculative à ça. Voilà.
Là, on sait que la Banque centrale, elle veut prendre le contrôle, on l'a bien compris, mais la prise de contrôle, c'est piloter le cycle économique, pas du tout empêcher les baisses. C'est-à-dire que le rôle de la Fed, c'est pas d'empêcher le marché de baisser, c'est de piloter la baisse. C'est-à-dire que la Fed, normalement, elle doit comprendre que l'économie ralentit, donc elle doit faire comprendre qu'elle va soutenir sur les supports, ce qu'elle fait. Le problème, c'est que le marché ne comprend pas du tout ce message. Le marché pense que la Fed va baisser ses taux pour doper l'économie. Alors que ce n'est pas son rôle. La Fed, elle doit comprendre que l'économie ralentit, que du coup elle est en fin de cycle, qu'elle doit commencer à limiter les phases de baisse, mais pas catalyser des phases de hausse. Ce n'est pas son rôle en fait à la Fed de catalyser des hausses maintenant. Son rôle, c'est justement de limiter les hausses, c'est-à-dire d'augmenter les taux quand les prix sont irrationnels, pour ouvrir une porte de sortie aux investisseurs institutionnels, rationnels, qui gèrent le risque, leur dire, bon bah là, vous effectivement, vous n'avez plus rien à faire aujourd'hui, on ne peut pas vous laisser des liquidités en cash, parce que l'économie a besoin que vous investissiez dans des trucs. Investissez dans la dette d'État, investissez dans ci, dans ça. Mais voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui on ferme toutes les portes et on dit même aux investisseurs institutionnels, il faut bien que vous fassiez quelque chose les gars, mais je suis désolé, on peut pas remonter les taux pour l'instant parce que Trump nous tape dessus. Voilà. Donc il faut faire très attention, cette politisation de la Fed elle est inquiétante parce que beaucoup ont compris qu'il faut faire très très attention avec ce schéma-là, qu'il est très dangereux et qu'il est très coupant de s'amuser à imaginer que Trump prenne le contrôle de la Fed. Ça, c'est très, très, très dangereux. Parce qu'encore une fois, Trump a des volontés politiques. La Fed, elle, normalement, a pour seul et unique but la stabilité financière. Et elle a normalement aujourd'hui des indications qui lui laissent à penser qu'effectivement, il va falloir soutenir les marchés sur les supports, il va falloir jouer son rôle d'amortisseur, mais certainement pas le rôle de catalyseur haussier. Alors que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, personne ne fait rien. C'est-à-dire que c'est ça qui est très dangereux à la Fed, c'est que là, honnêtement, il devrait envoyer un message au marché, dire on augmente les taux. 0,25 points de base, tout de suite. Voilà. On renvoie un signal au marché, tout simplement pour dire vous avez mal compris notre objectif. Notre objectif n'est pas de supporter l'économie, mais au contraire d'éviter les paniques boursières. Mais pas de créer des hausses, pas de créer de la richesse. La Fed n'est pas là pour créer de la richesse. La Fed est là pour piloter les risques. Et malheureusement, elle voit les risques augmenter, mais elle ne doit pas catalyser l'augmentation de la prise de risque, bien au contraire. Alors la Fed a commencé à dire que certains actifs étaient surachetés, que certains actifs étaient dangereusement surachetés, mais le message n'est pas reçu. Le message n'est pas reçu. On est sur des sommets historiques sur les techs. Donc il revient à dire, aujourd'hui, il y a la Fed qui essaie de transmettre un message, le marché qui ne le perçoit pas. Je pense qu'il faut un signe réel de compréhension, c'est-à-dire augmenter les taux et non pas les baisser. Il faut un changement radical de politique monétaire. La politique monétaire, aujourd'hui, elle doit driver le marché. Le marché ne comprend pas l'information centrale. Il faut que l'information centrale soit plus claire. Voilà. C'est mon sentiment, donc c'est de dire malheureusement il nous faut un retour à la réalité, ce qui veut dire que c'est spéculatif. J'attends tout simplement des informations qui se voient sur les prix, c'est-à-dire quoi que ce soit, une information qui permette de faire baisser les prix de manière rationnelle pour ramener la compréhension du marché dans le fait que tout simplement la fête est finie, où la fête est en train de se finir et qu'il faut se diriger gentiment mais sûrement vers la porte de sortie et que la Fed sera là pour assurer une redescente moins traumatisante que si elle était faite de manière purement naturelle. Donc oui, les marchés seront pilotés, ça je l'ai toujours dit. Ce qui a été démarré en 2012 ne s'arrêtera pas. Par contre, il faut savoir si on s'oriente vers un modèle japonais, c'est-à-dire une prise de contrôle totale, ou si tout simplement on s'oriente vers un modèle un petit peu plus équilibré qui permettra à notre économie de durer un peu plus longtemps. Puisque malheureusement les bulles spéculatives, si on rentre dans un rêve de croissance, c'est extrêmement dangereux, tout simplement parce que derrière on va détruire l'économie. Là oui, et je le maintiens, si on crée une bulle spéculative derrière, une vraie bulle, c'est-à-dire si là on s'ancre vers la direction les 3200 et compagnie, et encore plus si affinité, tout ça évidemment derrière c'est la mort de l'économie. J'y mets ma main à couper, c'est-à-dire que derrière c'est crise de confiance, destruction de valeur énorme à la suite et récession très très longue à venir, probablement des 10-20 ans de récession derrière. Et évidemment, je préférerais éviter ce genre de truc. Donc évidemment, il vaudrait peut-être mieux se réveiller aujourd'hui et avoir un réveil un peu difficile, mais avec un peu de fumette et un peu de coke pour passer le truc. Mais malheureusement, voilà, le schéma addictif ici, le laisser poursuivre, c'est malheureusement amorcer la transition en fait du dopage
économique, qui encore une fois, je critique pas la drogue, hein, j'en ai pris, je sais ce que c'est, et c'est pas, voilà, ça détruit pas une personne comme pourrait vous le vendre certains spots publicitaires ou des trucs comme ça. Voilà, c'est pas la fin du monde de se droguer, seulement il faut le faire intelligemment. Mais voilà, il y a certaines drogues par contre qui sont beaucoup plus dangereuses. Voilà, c'est-à-dire que si vous commencez l'intraveineuse, là, je vous souhaite bien du courage pour vous en sortir. Il suffit d'une fois. Donc, c'est de dire, il faut faire attention aux drogues qu'on prend. Droguer un peu l'économie, franchement, je ne suis pas contre, voilà, mais il faut que ce soit fait dans une certaine mesure. Et il faut faire très très attention surtout aux opiacés. Et là, effectivement, c'est le truc qu'on est en train de dire, c'est de dire, bon, effectivement, allons-y, un petit peu d'opiacés, ça fera pas de mal. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. On connaît les effets, c'est ravageur. Et malheureusement, voilà, on est peut-être en train de glisser dans cette étape donc d'opiacisation, si ce mot existe, des économies, c'est-à-dire rentrer dans un modèle japonais. Et là, je trouve ça extrêmement dangereux. Puisque le Japon, encore une fois, aujourd'hui... Alors voilà, on va terminer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent. Pourquoi le Japon arrive à tenir, du coup? Donc on va regarder le Japon, hein, donc le Nikkei. Ok, et on va rajouter les taux japonais. Donc je ne sais pas si je peux splitter le graphique. Oui, voilà. Donc on va faire ici, on va mettre donc, JP 10-year. Voilà. Donc d'un côté, l'économie japonaise. Merde. D'accord, donc on va mettre des lignes, hein, c'est mieux, voilà. Donc d'un côté, la bourse japonaise, d'accord. On va se mettre en hebdo là, voilà. Allez, hebdo, c'est quand même pas mal, il faut voir loin là, voilà. Donc évidemment, donc là, ça c'est l'expérimentation monétaire japonaise, donc là les taux, c'est la folie furieuse. Mais encore une fois, les taux négatifs, c'est mal barré. C'est-à-dire que le problème ici, c'est quand la charge de la dette japonaise va augmenter, et elle va augmenter, hein, qu'on soit bien d'accord. L'expérimentation du taux négatif, c'est une expérimentation qui est tout simplement la dérive parabolique du Japon. C'est-à-dire que comme la charge de leur dette augmente considérablement par la prise de contrôle centrale, on est obligé d'aller en taux négatif, mais quand les taux vont remonter, c'est-à-dire la crise de confiance va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on ne fera plus confiance à la Banque centrale japonaise pour driver les valorisations, plus personne ne prêtera au Japon. Et c'est là où ça va devenir dangereux. C'est-à-dire vous n'avez plus de dette pour payer la dette, la charge de la dette augmente, c'est la faillite. Voilà. Donc là, c'est de dire, on a probablement la première banque centrale au monde qui risque de faire faillite. Alors, on va aller me dire, mais non, parce qu'elle peut imprimer de la monnaie. Eh bien non, parce qu'encore une fois, imprimer de la monnaie, ça c'est bien quand vous avez des taux de change fixes, sauf que c'est plus le cas depuis des dizaines d'années, et que aujourd'hui, le taux de change flottant va mécaniquement créer une inflation hors de contrôle, c'est-à-dire une hyperinflation. Ça veut tout simplement dire que la Banque centrale va devoir imprimer tous les billets permettant de rembourser sa dette sur plus de 20 ans. Elle détient 300% du PIB, c'est-à-dire 3 années de travail. Il faut créer 3 années de travail ex nihilo, c'est-à-dire il faut augmenter les prix 3 fois. 300% d'inflation. Voilà. Et je vous laisse imaginer ce que ça donne sur une économie, 300% d'inflation. Donc ça veut dire que les gens gagnent le même salaire, mais que tout ce qu'ils consomment coûte 3 fois plus cher. Tout ce qu'ils consomment et qu'ils ne produisent pas, hein, on est bien d'accord. Et le Japon ne produit pas sincèrement grand-chose. C'est une petite île isolée. Et donc, qu'est-ce qui permet aujourd'hui au Japon de maintenir des taux bas? Eh bien, ce sont les T-bonds. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les taux qui sont assez élevés aux États-Unis. Et évidemment, on gère ça sur la devise. C'était le bon vieux carry trade. Hein, voilà, ça revenait à dire il y a un différentiel de taux énorme entre le Japon et les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir payer la dette japonaise, on achète des T-bonds et on se rémunère sur les coupons américains. C'est-à-dire qu'en fait, le Japon, ça fonctionne parce qu'ils sont seuls à le faire. Si les autres font pareil, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'il leur faut une économie bien plus grosse que la leur, qui produit des taux d'intérêt, pour pouvoir payer leur propre taux d'intérêt et supporter le taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Fed se met à faire la même chose, c'est-à-dire baisser ses taux, le Japon est asphyxié. Donc en fait, le modèle japonais ne fonctionne pas, on le sait, mais il fonctionne en mode survie, tout simplement parce qu'il profite des phases de croissance, où ils produisent quand même de la valeur. Attention, les Japonais ne font pas rien du tout. Mais ce qui leur permet de supporter la charge de la dette, qui est donc croissante, c'est la croissance des autres États qui ont des volumes d'échanges bien plus supérieurs aux leurs, et notamment l'économie américaine. Il faut que l'économie américaine soit en croissance, il faut que l'économie américaine produise des taux d'intérêt intéressants pour permettre à la dette japonaise d'être soutenable.
Donc vous avez compris, en fait, le Japon, il tient que parce qu'il y a les États-Unis et parce que les États-Unis n'ont pas encore des taux bas. Si les États-Unis se dirigent eux aussi vers une politique de taux bas, ça ne marche plus. Donc c'est ça le problème. Je vous ai toujours dit, le Japon, c'est une expérimentation, mais une expérimentation, les résultats sont catastrophiques, on le sait déjà. On ne sait pas en sortir, on comprend que c'est dangereux, et pire que ça fonctionne déjà très mal sur une économie insulaire. Alors c'est quand même une économie rayonnante, hein, le Japon, attention, qui rayonne à travers le monde pour une petite île quand même, ils sont forts quoi. Mais c'est de dire, voilà, il faut faire très 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 attention à ça. Cette expérimentation, on ne peut pas la mener sur des économies à taille supérieure, tout simplement parce qu'aujourd'hui on permet d'absorber les effets négatifs pour le Japon, tout simplement parce que les autres ne jouent pas ce jeu. Si les autres venaient à jouer ce même jeu, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, la politique de Toba, n'y croyez pas. La politique de la morphine monétaire, ça ne marche pas non plus, puisqu'il faut donc en fait un Big Brother qui supervise et qui ne se drogue pas. Euh, c'est exactement ça, hein, voilà, c'est de dire, là aujourd'hui, si le Japon se réveille, il est dans la merde pour 3 ans. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'ils produisent la même richesse pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'en récession en plus on comprime. Hein. Donc là, le Japon, théoriquement, eux, ce qui les attend, c'est une récession de 10 ans, quoi. C'est à peu près ça. C'est de dire, si on contracte l'économie et qu'en plus de ça, il faut payer une dette de 300% du PIB, avec une crise de confiance dans le système bancaire japonais, tout simplement, je vous dis, je ne veux pas être japonais. Eux, ils vont connaître c'est pas les 10 glorieuses, là, ça va être ce sera les 10 années les pires pour un japonais. Hein. C'est un peu l'enfer. Voilà. C'est de dire, voilà, c'est le Venezuela au Japon. Donc il faut faire très très attention à ça. Hein. Derrière, ça donne des crises politiques, ça donne tout ce que vous voulez. Ce sera la merde. Hein, voilà. Donc eux, évidemment, il faut que tout roule. Mais pour que tout roule, il faut que les autres roulent. Mais le problème, c'est que pour que les autres roulent, il faut qu'ils fassent la même chose que le Japon, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils évitent tout simplement. Il faut toujours plus d'intervention monétaire. Donc c'est dangereux, encore une fois, parce que l'intervention monétaire, elle doit rester ponctuelle, rationnelle, et surtout, elle doit servir à un pilotage qui sert à freiner la redescente plus que catalyser les bulles spéculatives. C'est-à-dire que, effectivement, booster une économie en croissance, ça n'a aucun problème selon moi. Il y en a beaucoup qui disent Q1, QE2, QE3, c'est n'importe quoi, on a dopé l'économie. Mais oui, bon sang, non. Mais à ce moment-là, c'est pas grave. C'est juste passer une soirée un peu plus mémorable. Voilà, encore une fois, il ne faut pas juger le mec qui va prendre un peu de coke s'il le fait que de temps en temps et s'il le fait au bon moment. C'est avec des doses raisonnables. Alors ça, c'est discutable, évidemment, c'est subjectif, mais au bon moment, voilà, moi j'ai rien contre ça, honnêtement, je vous encourage pas à le faire, encore une fois, là c'est une apologie de la drogue et je ne veux pas faire ça non plus, mais il faut bien comprendre que voilà, moi je pense que ça a été bien fait aux États-Unis, il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins bien fait, voilà. Et notamment, donc je vous dis, le Japon, où là par contre malheureusement on est sur des types opiacés depuis bien longtemps et que ça commence à devenir extrêmement inquiétant. La quantité consommée par le Japon et surtout le fait que là malheureusement voilà en fait on va revenir, je pense que c'est le Japon est la meilleure extrapolation du truc et après on s'arrête. Voilà, tout simplement de dire, donc ça c'est un schéma parabolique, hein, on le voit bien, c'est-à-dire que là si vous tracez les canaux, vous voyez que les canaux accélèrent, on va le faire parce que c'est quand même assez ridicule. On va faire des régressions linéaires, comme ça ce sera encore mieux. Voilà. Donc c'est de dire, on prend des régressions linéaires du marché tous les ans. D'accord ? Donc je vais faire régression linéaire chaque année, année par année. Alors on va faire 2007. Bon, on va faire là jusqu'à 2007. Ok. Voilà. Donc une régression linéaire. On va refaire une. Donc 2007, 2008. D'accord. Ok. 2008, 2009. Vous voyez comment se comportent les différentes régressions, hein. C'est ça qui est important, c'est de comprendre la pente. 2010, ok, on se calme, c'est bien. Ok, 2011, ah, là, on se calme plus. D'accord, mais vous captez le principe. Bon, là, sur un an, ça le fait peut-être pas trop. Mais c'est bien de comprendre que là, sur la fin, vous voyez, la pente des régressions, elle accélère clairement. C'est-à-dire que là, ça, vous diriez, c'est un canal, ça. Ah non, c'est pas un canal du tout, les gars. On va le tracer, le canal, vous allez voir tout de suite qu'on accélère. C'est-à-dire qu'on casse le canal par le bas et qu'on passe plus de temps dans le bas du canal que dans le haut maintenant. Donc, régression linéaire, du début jusqu'à la fin. D'accord, donc top to bottom. Voilà. Donc, là, vous voyez bien que pour l'instant, on casse magistralement le canal vers le bas, d'accord ? Et que depuis cette phase-là, ici on était dans un canal, ok ? Et c'est là que ça commence à chipoter, d'accord ?
D'accord? C'est-à-dire depuis 2013, depuis que, effectivement, les États-Unis décident de faire la même chose. Donc là, vous commencez à capter qu'aujourd'hui, on atteint le plancher. C'est-à-dire qu'on a compris que le taux négatif, on ne pouvait pas aller plus bas. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, vous obtenez le moment où tout simplement, peu importe les quantités que vous prenez, ça ne produit plus l'effet magique. C'est-à-dire que là, votre hallucinogène, malgré les quantités que vous prenez, ça n'ira pas plus loin. Et il faudra de toute façon subir les courtes phases de retour à la réalité qui reviennent à dire, entre deux prises, il va falloir quand même se procurer de la cam, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est bien, le Japon produit. Vous avez bien compris que la baisse des taux aux États-Unis, c'est l'effondrement de l'économie japonaise. Donc, si les US baissent et qui baissent les taux, le Japon s'écroule. Si le Japon s'écroule, c'est risque systémique pour le reste du monde qui détient des actifs qui détient du yen. Voilà, donc c'est de dire, quoi qu'il arrive, toutes les portes sont fermées. Le Japon est déjà allé trop loin, mais il ne faut pas que les autres tombent. Donc on a des risques systémiques, des risques collatéraux, on en a bien conscience, qui font que quand ça va commencer à s'amorcer à la baisse, effectivement, on va poursuivre la baisse. Donc il y aura une récession probablement qui va arriver. La question, c'est de savoir comment on va la piloter. D'accord ? Donc les banquiers centraux, pour l'instant, pensent que c'est sous contrôle. Moi, je trouve que c'est dangereux de les laisser faire, surtout parce que c'est surtout les États-Unis qui drivent un peu tout le monde. Et il vaudrait mieux qu'ils pilotent doucement la baisse pour ne pas avoir recours à trop de baisse de taux. Parce que s'ils baissent les taux, le Japon s'écroule. Donc, quoi qu'il arrive, essayer de sauver l'économie américaine, ça demande des injections, ça demande un pilotage maîtrisé des taux, parce que sinon, quoi qu'il arrive, ça chie. Donc en fait, si vous comprenez, aujourd'hui, les taux américains ne peuvent pas trop monter, parce que quand ça monte trop, ça fait chier les émergents. Donc ils gueulent parce que leur dette en dollars, elle devient insurmontable et ça fait s'effondrer des pays comme le Venezuela, voilà, tous les pays qui ont une dette en dollars sont emmerdés parce que voilà, donc c'est comme ça, ils sont emmerdés parce que le dollar, le coût de la charge de la dette en dollars augmente. Par contre, c'est la même chose. Alors, il ne faut pas que le dollar lui-même monte trop haut, d'accord ? Donc en fait, aujourd'hui, les États-Unis doivent trouver le moyen de pondérer toutes les conneries du monde, c'est-à-dire entre ceux qui se sont endettés il y a plusieurs années en dollars et ceux qui ont besoin d'un dollar faible et évidemment d'une charge de la dette qui rémunère, c'est-à-dire de taux élevés, pour pouvoir financer le maintien de leur économie en taux négatif. Parce que le Japon, si les taux reviennent en positif, ce qu'ils sont en train de faire, ça pue. C'est très mauvais. Voilà. C'est-à-dire qu'un 10 ans japonais positif, avec 300% du PIB, c'est bien, mais il ne faut pas que ça revienne à 1%. Voilà. Mais si les taux japonais reviennent brutalement à 1%, c'est-à-dire une crise de confiance dans le système japonais, c'est le carnage assuré. Voilà. C'est le carnage assuré pour leur économie. Tout simplement, c'est le retour à la réalité. Donc c'est de dire, malheureusement, on a atteint le plafond, où là, ici, quoi qu'il arrive, toutes les doses de drogue, vous pouvez les augmenter de façon parabolique, ne nous feront pas baisser plus loin que les taux négatifs déjà faits, probablement au Japon. Voilà, l'expérimentation, c'est de dire, on va voir comment le malade réagit quand on augmente les doses. On voit que quoi qu'il arrive, le malade n'arrive pas à aller plus bas dans les taux négatifs. Donc, ça va manquer d'argent à un moment donné. C'est la réalité qui va rattraper la fiction. Mais on a fait une expérimentation dangereuse qui revenait à dire, on donne des doses de drogue régulières et on augmente les doses de façon régulière. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que quoi qu'il arrive, le taux négatif, ça ne fonctionne pas sur l'économie réelle, parce que, du coup, il faut soutenir la charge de la dette sur un pays collatéral, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un grand frère qui soit là pour donner l'argent, sinon ça ne marche pas. Autrement dit, il faut que vous achetez toujours plus de drogue, la drogue coûte de plus en plus cher, et tant que le grand frère paye, tout va bien. Le jour où le grand frère ne paye plus, c'est la merde. Plus de drogue, redescente, et là, la redescente, elle n'est pas belle, là, je vous le dis directement. Donc il faut faire attention, je ne dis pas que le Japon, il faut le vendre, je dis juste qu'il faut faire très attention au pilotage de la Fed, parce que ça ne concerne pas que la Fed. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, malheureusement, la Fed dans laquelle on est, elle est globale, elle est multilatérale, elle est mondiale, et le pilotage de la Fed ici gérera probablement toute la façon dont la crise éventuelle financière pourrait se profiler. Crise qui de toute façon est inévitable, soit aujourd'hui, soit dans les prochaines années, mais quoi qu'il arrive, plus on repousse l'échéance, plus elle fera mal.
Et aujourd'hui, encore une fois, je le maintiens, je pense qu'on a tout à fait la possibilité de s'en sortir sans un cataclysme financier. Je pense que les économies sont résilientes. Un peu moins en zone européenne, mais ce n'est pas non plus pour le pire. Il suffit qu'au final, on ait une petite crise en zone européenne et on pourra probablement s'en sortir beaucoup mieux. Donc ne soyez pas extrêmement pessimiste. Mon discours ici l'est, tout simplement parce que je pense qu'il est temps de revenir à la réalité. Mais évidemment, si ça ne se produit pas, vous connaissez les conséquences. Il faudra être plus prudent. Face à cette irrationalité globale dans laquelle nous sommes ancrés aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est quand même suffisant. Donc, émission aujourd'hui sur les psychologies addictives. Et tout simplement comment elles se caractérisent, soit chez vous, soit au niveau macroéconomique. La différence, c'est que la macroéconomie, c'est l'économie mondiale et que normalement, on n'est pas supposé retrouver ce genre de comportement au niveau macro, c'est-à-dire que normalement, une foule d'individus est composée à la fois d'individus rationnels et irrationnels. Et que normalement, ici, on devrait avoir une pondération de la rationalité sur l'irrationalité, sauf qu'on ne la voit pas. Aujourd'hui, on voit les gens rationnels faire marche arrière, c'est-à-dire reculer et ne plus réellement prêter attention à ce qui se passe, alors que des gens complètement irrationnels sont en train de prendre le contrôle total de l'économie. Vous avez bien compris qui je cible. Pour moi, Trump est absolument irrationnel de sa perception économique, et c'est lui qui prend le contrôle, et ça, c'est extrêmement dangereux, puisque tout simplement, lui pensera qu'il faut juste donner toujours plus de drogue, et que ça fonctionnera. Sauf que, comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'il n'est pas tout seul. Il pense qu'il l'est, notre ami Trump, et son America First, c'est probablement ce qui risque de soit d'amener le reste du monde d'abord dans un cataclysme économique, Japon en première ligne, et malheureusement ça aura des effets sur Trump, c'est-à-dire que lui il pense qu'il peut manipuler, enfin qu'il peut faire ce qu'il veut, et que si les autres tombent, c'est pas grave. Il a cette vision stupide où il n'imagine pas la multilatéralité du problème. Il n'imagine pas qu'en tapant sur les autres, il tapera sur lui-même plus tard. Et que de toute façon, America First, c'est très stupide. Voilà, il faut des liens multilatéraux. Alors heureusement, il n'est pas tout seul à faire de la politique. Mais ce qui est dangereux, c'est que c'est ce que fait ce monsieur comparé à ce que faisaient ses prédécesseurs avant. C'est qu'il impose sa vision et que les gens qui ne suivent pas sa vision, il les dégage, il les fire et il met des débiles à la place. Voilà. Donc c'est de dire, en fait, Trump voudrait une Fed à son image, Trump a un gouvernement à son image, et je vous dis, c'est très très dangereux parce que c'est des régimes autocratiques. Voilà. Et ça, on sait comment ça finit, et ça finit très très mal. Soit en guerre, c'est-à-dire qu'on définit un coupable et on l'attaque pour se justifier, alors les Mexicains, les Chinois, ce que vous voulez, soit tout simplement ces personnes-là sautent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont renversées politiquement parlant. Voilà.